pense que je les ai lancés. Le je pense? Qu'est-ce que tu veux dire? Des ludes Des ludes et des plumes. et des plumes. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Bonsoir, bienvenue dans l'émission des ludes et des plumes. On est ensemble pour 2 heures de direct si vous nous écoutez ce soir et de rediffusion si vous nous écoutez vendredi. Alors, comme d'habitude, autour de la table du beau monde, cette fois-ci on n'est pas parti sur des interviews mais sur des gens qui sont là, qui sont bien là, en chair et en os, en physique. Alors, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Yann. Ça va Yann ? Ça va très bien. Et En toi, forme ça va? Ouais, ça va. Ouais, en forme. Quand tu dis il y a du beau monde en fait, et à chaque fois tu le dis, il y a du beau monde. C'est vrai. C'est parce que je suis là. Non, c'est parce qu'en fait, en face de moi, j'ai la vidéo et je me vois. C'est juste pour ça. Et après, je réalise en me voyant qu'à côté de moi, il y a du monde aussi. D'accord. Donc, Ok. voilà. Donc t'es encore plus narcissique que moi. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Derrière les platines, les boutons, il y a Damien. Ça va, Damien ? Oui, je suis là avec mon stagiaire ce soir. Ouais, je suis là aussi. Ouais, avec Louis qui est en train d'essayer d'apprendre comment on manipule les boutons. Ouais, Tu vas voir, c'est bizarre, c'est il y en pas a un trop peu dur. plein partout. C'est parce que c'est bientôt l'âge de la crise d'acné et tout C'est ça. ce que j'allais dire. Ouais, ceux qui sont sur le front, appuient bien fort. Il y a du blanc qui sort, c'est que t'es au bout. Et bien sûr, on a des invités, je vous l'ai dit. Donc, avec nous ce soir, on a David et Yannick. Ça va, David ? Ça va. Ouais, Yannick aussi, pareil. Impeccable, ça va, merci. Donc on va voir avec vous, vous êtes venu nous parler d'un événement qui a lieu dans peu de temps, d'un événement un petit peu particulier, enfin moi je trouve, puisqu'il s'agit de Récré à Briques. Oui, effectivement, c'est la deuxième édition donc, d'une grande expo Lego qu'on organise à Sainte-Anne-d'Auray les 25 et 26 mars prochains. D'accord, donc on va avoir l'occasion de revenir pour approfondir un petit peu justement les choses sur cette expo de Lego. Alors dans l'émission, on a une particularité qu'on essaye, pour l'instant on y arrive tant bien que mal, c'est de commencer l'émission par faire un jeu en direct en fait. Donc on a toujours un petit jeu radiophonique, un petit jeu de parlotte et de choses comme ça. Et ce soir, le jeu, il s'appelle « Comment j'ai adopté un dragon ». Alors on a ces jeux grâce à notre partenaire en fait, cette année notre partenaire, c'est le Temple du Jeu à Rennes et on le remercie vraiment grassement plutôt pour son jeu. En 2016, ils étaient faits pour se rencontrer. Le Temple du Jeu à Rennes, 10 ans d'expérience dans le domaine ludique, devient le partenaire de Des Ludes et des Plumes pour sa 5e saison. Cette année, on joue à l'antenne grâce au Temple du Jeu, 2 boutiques à Rennes spécialisées jeux de figurines, jeux de rôle, jeux de cartes à collectionner, jeux enfants, jeux de société. Je n'en crois pas mes oreilles, ça suffit, c'est trop. Le Temple du Jeu, 2 adresses à Rennes. 14 et 26-28 rue Capitaine Dreyfus, métro Place de la République. Mais aussi 6 boutiques dans le Grand Ouest et par internet www.letempledujeu.fr. Alors, on dit merci qui ? Merci le Temple du Jeu à Rennes. Pour sa 5e saison, Des Ludes et des Plumes fait confiance au Temple du Jeu à Rennes pour ses parties en direct à l'antenne. Bonjour, je suis Des Ludes. Salut, je suis Des Plumes et nous approuvons ce message. Tout à fait, donc vous l'avez compris, un partenariat qui nous plaît bien avec le Temple du Jeu à Rennes, grâce à qui nous allons pouvoir jouer ce soir à Comment j'ai adopté un dragon. Alors c'est un jeu de Yves Hirschfeld, qu'on a déjà reçu dans l'émission, de Fabien Bleuze aussi, qu'on n'a pas encore reçu, mais qu'on aimerait bien rencontrer bientôt. Ils ont déjà officié ces deux-là sur des jeux comme Speech, Ta gueule, ta bouche, Ta gueule d'amour, ou un jeu qu'on avait fait aussi ici, qui était Comment j'ai adopté un gnou. Alors c'est édité par Le Droit de Perdre, on peut y jouer de 1 à 10 à partir de 7 ans, pour des parties allant de 5, 10, 15, 20 minutes ou plus, hein. Après c'est nous qui décidons parce qu'on est quand même maître chez nous. Donc j'ai dit effectivement qu'on avait joué ici à Comment j'ai adopté un gnou, et ben là, Comment j'ai adopté un dragon, ça va être le même principe, pour ne pas dire le même jeu en fait. C'est simple, les joueurs vont désigner un narrateur qui va choisir son thème en prenant une carte. Les cartes sont ici, il y en a 4, A, B, C, D. Elles sont recto verso pour avoir des thèmes différents. Quand c'est fait, on lance les dés, les 2 dés verts, et on obtient 2 numéros. Si j'obtiens un 2 et un 3, eh ben je peux prendre soit le numéro 23, soit le numéro 32. Je les associe dans l'ordre que je veux. Ensuite, le narrateur prend le dé blanc et les 5 dés colorés que j'ai ici dans la main, qui sont placés du plus clair au plus foncé, puis ça va nous aider ça à rythmer notre récit, avec des mots de transition, comme par exemple un beau jour en plus, quand soudain, oh là là, coup de bol, comme par magie. Le narrateur va lancer le dé jaune, il va inventer la suite de la phrase, il va poursuivre en jetant les dés suivants l'un après l'autre. Seule exception, le dé blanc,
qu'on va pouvoir lancer quand on veut et qui sert à faire rebondir l'histoire avec des onomatopées. Et là, paf, boum, non, oh là là, des trucs comme ça. Attention, particularité aussi, c'est qu'à tout moment, les autres joueurs peuvent lancer le dé noir. On peut le lancer 3 fois pendant une histoire, parce qu'après ça fait beaucoup et ça alourdit. Et ça va permettre de pimenter l'histoire en cours avec, par exemple, des choses comme « Ah, mais j'adore ce passage, mais t'as pas eu trop peur tu veux mon avis à moi ?» Et là, on est obligé de surenchérir encore pour inventer son histoire. Faut être réactif, hein, voilà, va alors répondre à la personne qui a lancé le dé noir avant de pouvoir poursuivre son histoire. Une thématique très 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 simple. Je propose qu'on essaye tout de suite, on va voir. Oui. Puisque c'est moi qui ai ramené le jeu et que je vois les regards médusés des gens qui se disent « Oh là là, mon Dieu, je vais devoir raconter tout ça dans le micro, mais qu'est-ce que je vais raconter ?» Je vais me coller à la première. On verra, je me lance. Allez, je prends une petite feuille. Je crois que j'ai pas serré le frein à main de la voiture, je reviens. Je fais 23, donc je peux faire donc soit 23, soit 32. Hop, alors 23, ouais, et 32. Allez, on va essayer sur le 32 qui m'a l'air un petit peu plus simple quand même que le 23. C'est comment je me suis sorti des sables mouvants. Voilà. Un beau jour, j'étais en train de me promener comme tous les beaux jours, parce que c'est vrai que c'est l'activité que je fais le mieux quand il fait beau. Quand il pleut, je reste chez moi, hein, faut dire. Donc effectivement, un beau jour, alors que je me promenais dans la garrigue, en plus, j'étais pas tout seul, parce que je sais pas si tu te souviens, Yann, mais t'étais avec moi ce jour-là. On se promenait tous les deux. T'es bien parti, m'embarque pas trop dans ton truc. Hein. Si. On se promenait tous les deux. Et comme dirait mon pépé, y a que quand on est deux qu'on est heureux. Mais ça, il le disait pas en se promenant, mais dans d'autres circonstances. Donc là, on se promenait justement au bord de la mer. On était mais toujours avec toi, il disait ça. Aux abords du Mont Saint-Michel. Et non loin du Mont Saint-Michel, vous savez un petit peu, quand la mer se retire très très vite et qu'elle avance très très vite, et ben il y a comme ça des petits creux qui se forment avec du sable. Et moi, j'avais pas fait attention, j'avais le nez en l'air, je regardais un petit peu les mouettes. Et à un moment donné, je me disais, tiens, mais je marche, j'avance, mais enfin, je marche sans avancer. J'avais l'impression d'avancer verticalement, comme on dit, soit vers le centre de la Terre. Et là, Yann, je t'ai vu devenir tout blanc avec des grosses gouttes de sueur et tu m'as dit oh, Alexis, tu t'enfonces dans les sables mouvants. Ah d'accord, j'ai cru que tu allais dans une grosse crotte de mouette, mais non. Alors ni une ni deux, j'ai paniqué. Parce que quand même, c'est pas souvent qu'on s'enfonce dans des sables mouvants. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Quand soudain, j'ai eu une révélation, une excellente idée. Je me suis dit, arrête de flipper, c'est con. Yann est là, demande-lui de t'aider. Et j'ai dit, Yann, fais-moi sortir des sables mouvants. T'as pris mes mains, t'as tiré, et je suis sorti des sables mouvants. Voilà comment je suis sorti des sables mouvants. Tout à fait exact, je confirme. Alors ça c'est la version, je dirais de base, celle où on n'est pas venu t'embêter. C'est quand en exo t'as ça, et puis après au bac t'as un truc où t'as plein de gens qui t'embêtent. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la théorie que tu vois dans l'exemple du cours. Quoi. Là c'est le truc, tu fais, j'ai bien lu mon cahier, je connais mon cours par cœur, il peut faire ce qu'il veut le prof. Parce que là nous on aurait pu lancer un dé noir, c'est ça? Exactement, vous auriez pu lancer 3 fois le dé noir et par exemple dire à un moment donné, tu veux mon avis? J'aurais dit oui, bien sûr, vas-y. Là, t'aurais dit merde, pourquoi j'ai fait cette face-là, moi? Alors qu'il y avait, tu peux le prouver. Ah bon, pourquoi? T'as pas eu trop peur, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu risqué de lancer le dé noir, mais j'aurais pu aussi lancer le dé blanc avec des. Et là, mais ça, c'est si j'avais besoin de réfléchir. Mais tout est venu spontanément. Est-ce que tu veux t'y coller? Tu t'en es bien sorti quand même. Je vais essayer de tenter l'aventure, tu vas voir. Mais on peut reprendre la même que toi? Alors moi je suis tombé sur la question comment j'ai sorti Alexis des sables mouvants. C'est écrit sur la fiche. C'est ça, je me souviens que juste après, moi je suis rentré dans des sables mouvants. Et comme le disait mon pépé. Alors, ouais tiens, je vais essayer ça, on va voir. Donc là je dois lancer les dés dans l'ordre, c'est ça? C'est ça. D'accord, donc je lance le dé jaune pour commencer. L'orange. Donc la semaine dernière... Bon. Rouge, violet, bleu, voilà. La semaine dernière, en fait. Ah oui, le sujet, c'est... Le thème, c'est... on m'a offert un château. Ah, c'est bien ça. Donc, écoute, ça, c'est au-delà de... Tu vois, c'est un cadeau, et en plus, légalement, j'y ai droit, hein, donc il n'y avait aucun problème. Donc, la semaine dernière, alors que j'étais en train de me promener tranquillement dans le Parlement... Depuis, regarde, j'étais en train de me promener tranquillement. On entend le truc là qui est en train de passer derrière. Vas-y, j'ai viré le son. Donc j'étais en train de me promener tranquillement dans le Parlement et tout, et puis là je vois un gars arriver avec une petite valise, et puis il me demande si j'ai pas besoin de petits frais, tu vois, d'une petite enveloppe pour mes frais divers et différents.
Ouais, parce que des frais différents, c'est... Et je lui dis oui, c'est bien, tu dois acheter c'est deux bien choses. de se vêtir, d'avoir quelques frais, mais en plus, j'aimerais bien avoir de quoi me loger. Vas-y, alors je continue. Vas-y, Je ouais. lance, Quand soudain, et ben là, ni une ni deux, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis obligé d'utiliser tous les deux parce Oui. que là j'ai la chute, hein, sinon. Non, t'es obligé. T'es obligé. Pouf, on m'a offert un château. Et quand soudain, il m'a offert un château, le mec. C'est vrai. Moi, j'adore ce passage. Vas-y, approfondis. Premier lancer de dés noirs. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que, attends, je lance le dé au violet. C'est pour ça que à ce moment-là, il y a mon copain, mon adversaire, Mon copain le château. qui s'est pointé et puis du coup j'ai dû esquiver et j'ai pas pu ramasser la mallette ni le château. Voilà. Continuons. Histoire de se sortir de ce calvaire. Oui, parce que là... Et là, tenez-vous bien. On arrive à me reprocher je ne sais quoi, quel détournement d'argent, de choses, alors que moi, tout à fait honnêtement, j'y ai pas touché. Et Damien lance le dé noir. Ah, mais j'ai terminé. Tu veux mon avis? Oui. Ah ouais. Je crois que t'as pas été totalement sincère sur cette histoire de détournement. Raconte-nous en plus. Ah non, je peux pas. Après, c'est avec mon avocat qui veut voir ça. D'ailleurs, oui, en ce moment, j'ai toujours pas le droit de parler de cette affaire Oui. qui est en cours et Voilà. qui sera Donc jugée déjà, j'en ai dans trop 2 dit. mois. J'en ai trop dit. Exactement. Alors, vous pouvez suivre les péripéties de Yann sur son blog mavidechateau.com. On vous rappelle C'est ça. qu'il est interdit de faire entrer des objets électroniques quand vous lui rendez visite dans son château, entre guillemets. Pour son bien. C'est ça. Que vous pouvez le visiter le vendredi entre 14h et 15h. Mais Normalement, tu il y a seras très bien Pénélope parce qui que vous tu t'es- reçoit, hein. C'est ce que j'allais dire. Tu t'es excusé auprès de la France entière, donc tout va bien. Tu devrais t'en sortir sans souci. Très bien. Il n'y a, Donc, y a pas des cartes comme au Rigor Mortis pour dire. Ah non, les seules cartes que tu as, c'est ça. Ouais. Et dessus, donc, il y a des listes. Je n'avais le droit qu'à un vœu. Échouer sur une île déserte avec ma vache. Le roi et la reine veulent un bébé. Quand j'ai dit esprit es-tu là, il a frappé 2 fois. Comment j'ai capturé un alien. Voilà le genre de thème qu'on peut trouver et sur lequel il va falloir surenchérir. Alors, j'ai bien compris que déjà, vous m'aviez dit que pour dire vos prénoms, ça allait être dur de parler dans le micro, donc on va pas vous faire raconter comment vous avez adopté un dragon. On va vous éviter ça. On a bien vu un petit peu comment. C'est un jeu où il faut pas avoir de temps mort. Enfin, si, c'est un. Ça c'est dépend. pas une disserte de 3 heures. Quoi. Non, c'est pas une disserte de 3 heures. Le tout, c'est de faire des petites histoires sympas, des histoires rigolotes ou pas. En fait, c'est vraiment un jeu que tu sors plutôt avec des potes parce qu'avec tes potes, t'es plus enclin de dire n'importe quoi. Et en fin de soirée, ça passe plus ou moins bien, et généralement plutôt bien, plutôt qu'avec la belle famille. Voilà quoi. Pour leur dire. C'est un jeu à partir de quel âge? C'est un jeu ils disent à partir de 10 ans. Attends, je reprends ma fiche pour pas dire de conneries. Mais en fait, c'est bien parce que oui, tu disais comment j'ai adopté. Voilà. C'est ça. À partir de 7 ans. C'est le 7 même, ans. c'est le même principe. Bah, tu rachètes, c'est comme si tu rachetais un starter avec d'autres cartes pour augmenter ton paquet. Mais Sauf que là, exactement. t'as les dés en plus. Je veux dire, certes, les dés, c'est ce qui coûte le plus cher dans un jeu, mais pour pas tellement plus cher qu'une simple extension, tu as un nouveau jeu complet, tu peux te les prêter, Et c'est ça, les diffuser, et en plus tu peux cumuler les 2 dés, parce que c'est pas marqué la même chose dans comment j'ai adapté un dragon qu'un gnou, tu peux vraiment tout cumuler, tu peux jouer avec tes potes comme tu veux, tu fais les histoires, tu peux faire 2 histoires en simultané, tu l'adaptes. De toute façon, les jeux, on en a parlé quand on a eu Yves à l'antenne. Yves Shield. Ouais. Et il est, c'est 2 auteurs excellents, extra. Oui, leur qui jeu, délirent en fait, et c'est qui, ça. qui font Le des jeux but, pour c'est de délirer. délirer, c'est de s'éclater. C'est Ils font Yves pas et Archfield, c'est ça le deuxième. C'est ça. Mais voilà, donc comment j'ai adopté un dragon chez Le Droit de Perdre. Vous pouvez vous jeter dessus si vous avez un petit peu l'âme romancière ou si vous n'avez pas froid aux yeux. Fabulatrice. Ouais, fabulatrice. Enfin voilà, c'est vraiment dans ce type de jeu. Il marche aussi très très bien justement en école, au TAP. Alors pas forcément des histoires hilarantes, mais avec des enfants, ça permet de les amener à cogiter, à inventer une histoire, à vocaliser. Enfin toutes ces choses-là. Je sais pas si vocaliser se dit, mais en tout cas moi je le dis. On va faire comme ça. On va faire comme ça, ouais. De toute façon, là, on va reprendre nos esprits. On va faire la première pause musicale de l'émission. Une musique en accord avec ce jeu, justement. Et comme j'ai pas eu les titres des musiques, je vais laisser Damien faire les lancements. Des luttes et des plumes en direct les 2e et 4e lundis du mois sur Plume FM.
Des luttes et des plumes, on est ensemble pour encore un petit peu plus d'une heure et demie. On vient de jouer à Comment j'ai adopté un dragon et maintenant on va se tourner vers David et Yannick pour parler de Récré à briques. Alors tu nous as dit tout à l'heure, effectivement, Récré à briques, c'est une expo de Lego, ça fait 2 ans, enfin ça c'est la 2e édition. Effectivement, c'est la 2e édition. Et alors, on va commencer par le B.A.B.A., c'est-à-dire ça se passe où, quand, comment. On l'a dit au début de l'émission, mais on va le répéter pour les gens qui viennent de prendre en cours. Alors c'est une expo donc qui aura lieu les 25 et 26 mars donc à Sainte-Anne-d'Auray, dans la salle des sports de Sainte-Anne-d'Auray tout simplement. Samedi ça commence à 14h jusqu'à 19h et dimanche c'est toute la journée de 9h30 à 18h. D'accord, donc samedi, allez pas trop tôt, hein, c'est l'après-midi et le dimanche toute la journée. Effectivement. Ça a commencé comment en fait? Comment vous est venue l'idée de créer une expo Lego? C'est parce que vous étiez chez vous et puis vous aviez plus de place sur les étagères ou... Ça va être long comme explication en fait. C'est pas grave, on a du temps. On a du temps, ouais. Alors initialement, moi je travaille dans un magasin de jeux vidéo, dans un centre commercial où il y a eu une grosse expo Lego qui a été faite, que tu as certainement dû voir en 2014. C'est ce que j'allais dire. Voilà, exactement. Et moi en parallèle, moi je fais déjà de l'animation, mais sans Lego, je fais des animations dans le jeu vidéo. Et j'ai rencontré donc cette expo de Lego et les gars étaient super sympas et je trouvais que ce qu'ils présentaient c'était quand même relativement intéressant. Et je me suis dit que ça pouvait être bien d'avoir sur nos plateaux d'animation du Lego, pourquoi pas. Donc on s'est rencontrés, on a discuté, on a fait des choses ensemble en Lego. Et à partir de là, voilà, c'est parti, on a fait plein de trucs. Et un jour, ils m'ont demandé à moi de venir avec mes jeux vidéo sur une de leurs animations. On s'est dit pourquoi pas. Enfin, c'était vraiment la première fois qu'on avait fait ça. C'était à Pluvigné. Pluvigné. On est arrivé avec nos 5 petites consoles avec nos jeux vidéo Lego dessus. Et on s'est aperçu que c'était un monde de fou, quoi. Une expo Lego comme ça, c'est un truc énorme. Ça a une vie, c'est super intéressant. Et on était en train de réfléchir sur quoi faire justement l'année suivante, donc en 2015, parce qu'on fait déjà le salon Récré à jeux. Ouais. Et on voulait un petit peu rendre le concept original. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse notre expo Lego. Et Jean-Michel, donc que tu connais, qui est venu aussi se balader sur l'expo, a eu exactement la même idée que moi. Et puis au final, on s'est vu et tout de suite, on s'est dit, c'est pas possible. L'année prochaine, il faut qu'on fasse notre expo Lego. C'était une évidence. Donc on a commencé à discuter donc avec Mickaël, notamment qui s'occupe des Lego. Et en 9 mois, on avait pondu le truc. Et en mars 2015, on a fait la première expo Récré à briques à Sainte-Anne-d'Auray. On a fait nos 1400 petites entrées en 2 jours. Malgré les élections à l'époque et malgré la grande marée du siècle qui tombait pile poil le même week-end. Ah ouais, c'était pas forcément la bonne date. Absolument pas, non, c'était vraiment le truc. On aurait dû faire n'importe quelle date sauf celle-là. Mais on l'a fait quand même. Donc on a fait nos 1400 entrées, c'était vachement sympa. Et puis chemin fait, voilà. On s'est dit tiens, maintenant on va continuer. On a la base, donc on continue. Et puis cette année, on propose la même chose, mais en mieux. En plus grand, en plus. En plus affiné, en plus d'expérience. Il y a plus d'exposants, on bénéficie de la première édition, donc on sait ce qu'il faut pas faire. Puis on sait aussi maintenant quoi rajouter pour faire un truc cool. Donc on a bon espoir d'avoir quelque chose d'encore mieux. Et comment ça se passe concrètement? Parce que tu as parlé exposant, tu as parlé tout ça. Une expo Lego, en fait, on vient voir quoi? Est-ce qu'on vient voir des pièces montées, des choses à faire, des gens qui viennent montrer leur collection ou des gens qui viennent montrer un univers? Comment ça se passe? Parce que quand on va dans une expo de centre commercial, on a des vitrines avec des mondes pré-montés. Et voilà, et on bave devant en se disant, oh là, si j'avais toutes ces boîtes. Ici, effectivement, dans une expo Lego, tu vas aussi baver, hein. Ça, c'est clair, parce que c'est le principe de base, c'est faire baver les gens. En fait, tu viens sur une expo comme ça, faut savoir déjà, par exemple, sur les 31 exposants qu'on va avoir, il y en a 26 qui viennent montrer leur collection de Lego. C'est 26 qui sont pas professionnels en fait. Absolument pas, c'est des gens. Comment on appelle les fans de Lego? C'est un nom, hein, je crois d'ailleurs. Ouais. Comment ça se... Anafol. Un anafol? Non, pas Anana. AFOL. AFOL. Adult Afol. Fan of Lego. D'accord. Voilà, c'est l'acronyme du soir. Hein.
posera des questions à la fin de l'émission. Donc, c'est des amateurs. C'est des gens voilà, qui ont tous un métier autre, qui ont, il y en a qui sont pompiers, il y en a qui travaillent chez Casto, il y en a qui, voilà, tout le monde travaille dans son coin, mais derrière ils ont tous un énorme garage rempli de Lego, à plus savoir quoi en faire, et ils font leur petits trucs comme ça. C'est vachement intéressant. Alors justement, comme tu dis qu'il y a des gens qui vont montrer leur collection, pour une collection de figurines par exemple, de petits personnages, on peut les avoir tous un par un dans des boîtes, ou on peut les avoir mis en scène sur des maquettes, des choses comme ça. Est-ce que pour les Lego c'est pareil? C'est-à-dire il y en a qui viennent avec des choses construites et d'autres qui viennent avec les briques une par une détachées en disant ouais, regardez, la grise de 1 cube je l'ai, la grise de 2 cubes je l'ai, la grise de... et en fait voilà, ça dure des heures, mais c'est totalement inintéressant. Celle de la chaîne numéro 3 de 1972. Alors, ça c'est un concept qu'on va garder pour dans 2 ans en fait. Voilà, on voulait pas le dire, mais non, en fait quand tu viens sur une expo comme ça, les gens ils mettent en scène leur Lego. Et ils sont obligés d'être construits quoi, ils viennent sont pas tellement fiers de leur briques. Et puis on met pas de Kraggle sur les Lego hein. De Kraggle. C'est-à-dire? Ah, t'as pas vu le film? C'est la colle. Bien vu. Oui. On ne colle pas les Lego, c'est un péché. Donc les gens viennent avec... Ils doivent tenir d'eux-mêmes. Voilà, ça tient d'eux-mêmes, sans aucun artifice. Donc ils viennent avec leur boîte de Lego qu'ils ont montée, mais c'est surtout des choses qu'ils ont customisées derrière. C'est ça le plus intéressant. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, moi je prends toujours l'exemple de la Batmobile qui a été présentée il y a 2 ans. On a un des animateurs qui est venu avec sa Batmobile, elle lui plaisait pas, il a rajouté plein de pièces pour que ça ressemble à la vraie Batmobile. L'armure d'Iron Man, en taille réelle, la Hulkbuster, qui a été présentée par Lego, qui était toute petite. Je crois qu'il a rajouté 120 pièces dessus pour la rendre plus proche de la réalité. Alors pas à l'échelle, bien sûr, ça fait mal, mais voilà. Donc c'est plein de choses comme ça. Là, je sais par exemple pour cette expo, on a une ville qui fait 20 mètres carrés. Une ville Lego City qui va faire 20 mètres carrés avec 12 mètres de train autour. Mais c'est des choses qui existaient en partie chez Lego, mais qui ont été améliorées, qui ont été customisées, repensées, retravaillées, revues quoi, leur sauce en fait. Et c'est vrai que on avait toujours l'exemple de la fameuse île pirate qui a été faite par Michael, qu'on a vu sur je sais pas combien d'animations. Et un jour, Michael en a eu marre, il a détruit son île pirate. Il l'a refaite complètement. Alors Lego s'est penché 1 ou 2 fois dessus pour voir comment il pouvait faire quelque chose avec. Mais et voilà, donc ça part d'un truc, c'est j'en ai marre, je détruis tout et puis je refais. Mais en fait, il y a l'âme de la folle est dedans, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment un travail de fou. Vous êtes vous-même à folle aussi? Non, enfin moi je collectionne juste les petites figurines, moi c'est tout, je veux pas plus loin. J'ai pas la place. C'est une manière de commencer à mettre le doigt dans l'engrenage. Ma femme qui doit m'entendre doit dire non, surtout pas. Pas ça en plus. J'ai d'autres vices que le Lego déjà, donc. Donc des particuliers, des amateurs et aussi donc des professionnels. Bah on a des gens, alors, des professionnels du Lego, je sais pas si ça existe, mais je sais par exemple qu'on a un ami qui est pompier à Bordeaux, qui a la plus grande expo Lego en France, et sa passion c'est le Lego pompier. Il a la plus grosse collection de Lego pompier en France. Donc chacun trouve son petit bonheur au milieu des petites briques, quoi. Mais après des professionnels du Lego, je sais pas si on a vraiment ce genre de choses. À part les magasins. À part les magasins, oui, les professionnels, les choses comme ça, ouais. Chacun son tour. Voilà, on a des invités en fait qui sont arrivés dans le studio depuis tout à l'heure. Le Chewbacca qui vient d'arriver. C'est ça. Donc voilà. Donc on va revenir vers vous parce qu'on a l'habitude de revenir comme ça plusieurs fois vers les invités pour parler des événements. Mais on a aussi des choses qu'on doit faire nous. À savoir, par exemple, là, je sais que ce soir, Damien, tu avais un courrier des auditeurs. Bah oui, il faut croire que les Lego, on a inspiré pas mal de gens parce que j'ai reçu du courrier, donc vous concernant, vous, chers invités de l'émission, et j'espère que vous pourrez répondre aux auditeurs de Plume FM et des Luttes et les Plumes. Alors, j'avais une question de Monsieur Plus de Balzen dans le Jura qui dit Ikea fournit des petites clés Allen avec chacun de ses meubles en kit parce que c'est l'outil qu'on utilise le plus pour monter les meubles Ikea. Est-ce que, à votre avis, pourquoi Lego ne fournit pas des ongles plus affûtés, voire en dernier recours des dentiers de compétition pour pouvoir séparer ces 2 putains de pièces qui veulent pas se déboîter? Voilà, est-ce que ça peut pas être un truc qui sera en kit dans tous les paquets Écoute, c'est une bonne question. Malheureusement, j'ai pas la personne adéquate pour y répondre. Mais je connais ces situations frustrantes, effectivement, où tu as la petite plaque de 12 avec le petit Lego bien enfoncé, bien au milieu, où t'as plus qu'une
faut prendre une pince, un truc, un petit couteau pointu, un truc. Les plates, elles sont plates. J'avais une question de Monsieur Daniel d'Auteuil. Mais il existe, je te coupe, excuse-moi, mais il existe par contre un petit outil qui permet d'enlever les Lego et de les remettre comme ça. Ça existe. Ah, mais ça c'est de la triche. C'est un Lego. Ah bah moi mon orthodontiste quand j'étais gamin il me dit merci d'avoir enlevé avec les dents, hein. Il a fait fortune grâce à ça. Je suis désolé. J'ai une question de Monsieur Daniel d'Auteuil. Il dit qu'avec le prix des licences qui coûtent de plus en plus cher, Star Wars, Avengers, Seigneur des Anneaux, Simpson, et donc des prix qui grimpent en flèche alors que la taille de la boîte elle change pas, hein, c'est juste la licence qu'on paye plus cher. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui pour 100 briques t'as plus rien? C'est complètement vrai en plus. Hein. Le prix du Lego, ça monte en flèche. Mais c'est vrai que t'as pas plus de briques. C'est comme les cacahuètes en fait. Hein. Le prix des cacahuètes, c'est de plus en plus cher, mais t'as pas plus de cacahuètes dans le plat. Alors, une troisième question d'Aubry, de Meaux, qui demande si vous pouvez confirmer l'étude sur les champs électromagnétiques du professeur Klitzing, prix Nobel de physique en 85, c'est vrai, et qui dit que les objets de petite taille s'attirent irrémédiablement, principalement ceux en dessous du centimètre cube. D'ailleurs, dans cette étude, on peut lire que une brique de Lego n'a qu'un seul but dans la vie, c'est venir se loger entre les doigts de pied du parent qui rentre dans la chambre le soir pour voir si son petit dort bien, et ce, quelle que soit la taille de la chambre. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce que on peut confirmer? Je valide. Tu vas pouvoir bientôt le découvrir par toi-même, je crois. On a amené des petites briques de Lego, si tu veux, tu peux te promener pieds nus dessus. Ah bah, de toute façon, c'est mathématique, enfin c'est physique pour le coup. Elle peut être n'importe où dans la chambre, même dans un coin où on n'ira jamais, elle va finir sur notre pied. Ça marche aussi avec les petites épées de Playmobil aussi. Il y a eu des concours comme ça sur Facebook avec les mecs qui étaient sur des tapis roulants et on baignait des caisses et des caisses de Lego sous leurs pieds et c'était celui qui arrivait à faire le plus de bornes comme ça. Aïe. J'ai alors une dernière question de Damien derrière la vitre dans Des Luttes et des Plumes, hein, c'est moi. Quand j'étais petit, en fait, les jeux vidéo, ils avaient un univers fini. C'était genre t'allais tout droit, c'était impossible de se balader à l'improviste. Et par contre, avec mes briques de Lego, j'avais 4 briques et je pouvais faire des choses infinies et illimitées. Alors aujourd'hui, l'univers des jeux vidéo, il est quasiment infini. Par contre, les Lego, ils sont tellement spécifiques que ça devient impossible d'assembler une brique de l'école d'Harry Potter avec une brique de la Batcave. Si, parce que au bout d'un moment, ils moulent pas plus que des cubes et des barres. Ils font des antennes, des arceaux, des trucs comme ça, et c'est vraiment devenu très spécifique. Donc, est-ce qu'on n'a pas un petit peu un retournement de situation entre le Lego et le jeu vidéo, que maintenant on va dire, allez, fais travailler dans l'imagination, va jouer à la console. Je sais pas, je suis pas forcément d'accord, mais quel genre de Lego Harry Potter tu prends? Je sais pas. Pour l'exemple, ils achètent au Bangladesh, c'est pour ça. Ils sont pas taillés pareil, ils sont tous ronds. Je comprends mieux effectivement. Non, mais ce que je vois dans des constructions de Lego, on va dire fait par des adultes qui vont aller au-delà du simple modèle, ça n'a pas changé depuis que quand moi j'étais petit que j'en faisais. C'est-à-dire on part sur les briques de base. Et on construit avec ça. Quand on voit des porte-avions qui font 6 mètres de long, quand on voit tout ce qui était fait sur Star Wars avant que la licence n'arrive chez Lego, c'est absolument pas des briques spécifiques. C'est vraiment des choses très génériques. Et en fait, quand tu regardes, il existe sur Internet un site qui permet d'acheter des briques. Si demain tu veux te faire le Faucon Millenium mais que tu veux pas sortir 500 ou 600 € pour acheter la boîte du Faucon Millenium, tu peux aller sur le site et grâce à la notice que tu te seras procurée sur Internet, tu peux acheter toutes les briques qui composent le Faucon Millenium. Et tu vas t'apercevoir effectivement que, je sais pas, 80% des briques qui existent, ce sont des briques qu'on retrouve dans tous les produits. Il y a juste la couleur qui change. Et effectivement, comme tu disais, des fois, il peut y avoir la petite antenne spécifique à celui-là ou le petit balai d'Harry Potter qui se balade. Ouais, mais je trouve ça dommage quand même. Mais après, quand tu regardes bien, la première brique sortie jadis et la brique qui est sortie hier, ce sont pas les mêmes. Visuellement, ce sont pas les mêmes. Elles ont évolué. Elles sont toujours compatibles entre elles. Ils ont quand même fait évoluer le produit dans le design en rendant toujours le matériel. Qu'est-ce qui change concrètement du coup? C'est quoi? Elles ont pas exactement la même forme en dessous, au-dessus. Enfin, c'est arrondi sur voilà, les angles. C'est vraiment une question de design. Question de moulure. Voilà, ils ont changé les moules, ils ont changé le matériel aussi qui fait la brique. La matière première. Voilà, la matière première a changé. A priori, ça coûte moins cher à Lego maintenant, pas à nous. Est-ce qu'il y a un problème de toxicité sur le plastique?
Ah, si t'en avales beaucoup. Est-ce que la question C'est ce que j'allais dire. Oui. Non, mais est-ce que ça dépend de la taille des Lego que tu avales. Quoi. C'est ça. Pas du tout, finalement. Si t'avales le Faucon Millennium, t'es mal. Non, je vois la question de toxicité. Je sais pas si on l'a déjà abordé. Ça. Est-ce qu'on les avale vraiment? On les mâchouille, mais est-ce qu'on les avale vraiment? Oh, je suis sûr qu'avec un petit peu de volonté en forçant bien. Et un apéro bien forcé. Non, c'est. Après la toxicité, après ça reste du plastique. Je suis pas sûr. C'est du pétrole. Je suis pas sûr que ce soit très très fin à avaler. Cramer. Tu l'as déjà essayé? Non, mais j'imagine que cramer du plastique, ça doit pas être très agréable. Mais ouais, Si t'as jamais essayé. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce Nous, on soit avait très, les très Lego bon. Jeanne d'Arc là, tu te souviens pas? C'est à usage unique. J'ai terminé pour le courrier des auditeurs. Bah merci beaucoup Damien. C'est à peu près tout ce qu'on avait cette semaine. Ouais, c'était encore des questions bien pertinentes. C'est pas très Lego tout ça. Pas très Bien Lego, pertiné, ces questions. on va continuer par une présentation de jeu parce que moi j'ai un jeu à vous présenter que j'ai beaucoup aimé. On nous demande souvent si on peut être dyslexique et travailler dans l'univers du jeu. Ce soir, Deluxe vous apporte la réponse. Bonjour monsieur, c'est pour la livraison de la commande. Ça y est, les 50 V-commandos sont arrivés. Ils vont se vendre comme des petits pains. Hey, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces vaches? Mais c'est pas le salon de l'agriculture ici. Moi j'ai demandé 50 V-commandos. Ah oui, ben moi sur mon bon, il y a écrit 50 veaux commandés. Alors, vous le signez ici et vous récupérez vos vaches. Vous l'aurez compris, vous pouvez être auteur et dyslexique, illustrateur et dyslexique, éditeur et dyslexique, et même joueur et dyslexique. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas être boutiquier et dyslexique. C'est trop risqué. Pourtant, le jeu avait l'air bien. Tu nous en parles, Alex ? Ouais, tout à fait. Moi, je vais vous parler du jeu V-Commando. Alors, c'est un jeu qui vient de sortir le mois dernier, qui a été créé par Thibaut de Latoine, qui a travaillé sur plein de trucs, mais notamment en jeu de société sur son jeu V-Commando ainsi que sur les extensions à venir, à savoir V-Commando Résistance et V-Commando Secret Weapons. C'est illustré par Bruno Tati et Vincent Philippiac, édité par Triton Noir, qu'on a la chance de voir arriver ici en France parce que tout ça se passe au Canada chez Morning Player, pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties qui durent à peu près 1h30. Voilà, peut-être même un petit peu plus. Alors c'est un jeu de plateau qui a été largement inspiré du jeu vidéo du même nom, à savoir Commando, ce jeu un petit peu en point and click et où il fallait attendre. Et très stratégique. Très stratégique, où il fallait mettre en place ses actions, attendre, lancer ses bonhommes pour qu'ils aillent faire les actions. Et là, on a la version donc jeu de plateau. On va retrouver la même ambiance, une escouade de spécialistes qui va devoir infiltrer une base ennemie et mener à bien ses missions. Le principe est tout simple, on commence en étant infiltré, puis on va essayer de le rester le plus longtemps possible. Pour le matos, on a des tuiles, plein de tuiles. Des tuiles terrain de différentes tailles, des petites tuiles, des moyennes tuiles, des grandes tuiles. Elles sont toutes recto verso avec un côté extérieur et un côté intérieur. On a des tuiles équipement, c'est-à-dire des petits jetons sur lesquels il sera marqué le nom de l'arme, la mitraillette, la grenade, la pelle, l'uniforme allemand, tout ça. Et des tuiles ennemies, pareil, des petits jetons avec l'ennemi vu de dessus. Avec d'un côté l'ennemi en version facile, on va dire, et de l'autre l'ennemi en version un petit peu plus ardue. Face à nous, on a une fiche de perso sur laquelle on va pouvoir poser justement ces petites tuiles équipement. Et on a notre tuile personnage, enfin plutôt nos tuiles personnages. Effectivement, chaque personnage va être représenté de 4 façons différentes. On a le côté furtif, pour quand on arrive à se déplacer en étant caché. Le côté visible, ça c'est quand on a fait la boulette et qu'on nous a vus. On a le côté, on va dire un petit côté presque mort, donc ça c'est une deuxième tuile où on est en état critique. Et le côté habillé en allemand, où on va pouvoir se déplacer un petit peu plus librement dans la base. Les déplacements dans le jeu sont très simples aussi. Sur une tuile d'ennemis, sur une tuile qui est vierge d'ennemis, quand il n'y a personne dessus, quand on arrive sur une petite tuile, on reste furtif. Sur une moyenne, on a un risque d'être visible. Et sur une grande, on est visible. Voilà. Seul changement quand il y a un ennemi sur la tuile, c'est qu'on jette un dé pour voir s'il peut nous repérer ou pas. Sinon, on garde les mêmes conditions. On choisit qui commence. Les tours de jeu sont d'abord tous les joueurs et ensuite les ennemis. Mais on n'a pas forcément un tour de jeu
prédéterminé, c'est-à-dire que je vais pouvoir être premier, ensuite Yann tu seras deuxième, et peut-être que le tour d'après tu seras premier, Samuel deuxième, et moi... J'ai une question Alexis, est-ce que le jeu joue l'ennemi ou il y a un joueur qui fait l'ennemi? Non, le jeu joue l'ennemi. D'accord. C'est le jeu qui... Une génération d'ennemis, un peu comme dans Zombicide, c'est-à-dire on a une façon de les Donc on est générer, en coop, de quoi. les amener, de les... Oui, j'allais y venir. Ok. Mais c'est pas grave, vas-y, fais ma chronique. Hop, pour le tour de jeu, donc on va choisir celui qui commence et on dépense ces 3 actions. On a 3 actions par joueur. On les dépense comme on veut. Il faut savoir que quasiment tout coûte une action. On se déplace sur une tuile voisine, une action. On veut saboter quelque chose, crac, une action. On veut coincer une porte avec un pied de biche, c'est une action. On veut tirer sur un ennemi, briser la nuque, tout coûte une action. Seule une action qui coûte 2 actions, cette phrase n'est pas simple, vous la réécouterez dans la rediffusion. Il n'y a qu'une action qui coûte 2 actions, c'est le déplacement sur une tuile moyenne en restant furtif. C'est-à-dire que normalement, si on va sur une tuile moyenne, on est visible, comme sur une grande tuile. Mais là, pour 2 actions, je peux rester furtif. Ce qui est très, très pratique, parce que si on est découvert, eh ben, l'alarme se met à hurler, et il va nous falloir l'éteindre pour pouvoir redevenir furtif. Ensuite, quand le tour est fini, on commence celui des ennemis, on pioche des nouvelles tuiles ennemies, ils arrivent en renfort, plus ou moins nombreux et plus ou moins forts, suivant si l'alarme est en route ou non. Donc voilà, comme tu l'as dit, V-Commando, c'est un jeu coopératif. Il faudra donc savoir prendre son temps et rester à l'écoute les uns des autres. Prendre son temps parce qu'on a souvent envie de bourriner et on se dit que c'est con de perdre une action. Mais c'est vraiment un jeu calculatoire où chaque action entraînera une réaction. Et à nous de faire en sorte que les réactions soient le moins pourries possible pour nous en fait. On a la possibilité de créer ces terrains, des terrains solo pour juste une partie en one shot. Voilà, j'ai fait un petit truc, on essaye de voir. Ou on peut vivre aussi un mode campagne avec une succession de terrains et d'objectifs prédéterminés par des scénars. Alors moi, j'ai retrouvé des sensations de jeu, je disais justement, proches d'un Zombicide dans le coopératif. Et pourtant, il n'y avait aucune figurine, comme quoi, quand le jeu est bon, l'emballage importe peu tant que la mécanique est bonne, quoi. Donc voilà, V-Commando chez Triton Noir, moi je vous le conseille. Si vous avez aimé le jeu vidéo, c'est un très très bon Oui, c'est complètement inspiré des jeux vidéo en fait, qu'on peut retrouver comme Solid Snake. Commando, ouais, c'est ça. Un jeu d'infiltration, un jeu. Et là vraiment, si je te voyais tout à l'heure faire des grands gestes sur ce jeu, c'est super difficile, Commando. Voilà, Commando était super dur, oui. Un peu comme Desperados, c'est tout ce type de jeu où il fallait prévoir toutes ses actions pendant 4 heures, appuyer sur une touche et voir que ah merde, je l'avais pas vu. Puis t'avais 3 manières de grimper à un poteau. Enfin, c'était. Là, c'est donc beaucoup plus simple. Mais ceux qui ont adoré le jeu vont retrouver les mêmes sensations de plaisir. Ceux qui ont détesté le jeu vidéo en trouvant trop dur vont trouver le plaisir qu'ils n'avaient pas dans le jeu vidéo parce que ça sera un petit peu plus simple. Donc vraiment, dans V-Commando, ça a été pour moi une belle surprise, une belle révélation et voilà, je trouve que, enfin moi qui suis un joueur de jeux de figurines, quand j'ai vu toutes ces petites tuiles en carton, je me suis dit oh c'est encore des jetons à poser et en fait non, la vue de dessus est bien représentée et on s'y croit vraiment. Seul petit bémol, si on devait en trouver un, parce que j'essaye de trouver des petits bémols aussi dans les jeux, pas que les encensés. Sur les tuiles, il y a des choses représentées. On peut avoir un camion dessiné, un hangar, des choses. Et en fait, tous les éléments de décor ne servent qu'à décorer la tuile. On ne peut pas s'en servir. On peut pas se dire tiens, je vais me cacher derrière le camion. Je vais essayer d'avancer. Tu peux pas interagir avec. Tu peux pas interagir avec. Mais ça aurait complexifié les règles qui sont quand même d'une facilité déconcertante. On peut y jouer, moi je peux y jouer avec des enfants, ils comprennent parfaiement quoi. Et si t'as qu'un mode de stratégie, enfin il faut toujours être en furtif. À partir du moment où ça se déclenche, t'as perdu ou non, à partir du moment où ça t'as un mode bourrin quand même. Non, t'as un mode bourrin, c'est-à-dire que l'alarme va se mettre en route, ça va être plus difficile. Mais tu peux essayer d'être un peu plus bourrin. Généralement, quand t'es bourrin, tu meurs. Si tu fais tout à la bourrine, les ennemis arrivent et ils sont. Enfin voilà, c'est la tuile. Ouais, c'est la tuile. C'est ça. Non, il vaut mieux quand même essayer d'être furtif. Et justement, des fois, c'est ce que je disais. Comme on a 3 actions, qu'on n'en utilise que 2, on a toujours tendance à se dire oh la dernière, c'est con de la perdre. Tant pis, je fais autre chose. Et c'est en voulant aller trop vite, un petit peu comme quand on jouait aux jeux vidéo, où on prévoyait plein de trucs et on se disait ah, c'est bon, j'ai pas envie de mettre 4 heures pour avancer de 3 cm parce que le mec il va me voir. Je clique au plus loin, puis on verra bien au courant. Et ben non, ça marchait pas et on se faisait baiser. Et il fallait tout recommencer. Donc voilà, V-Commando chez Triton Noir, un jeu de Thibaut Delatoine et je vous le recommande très très fortement. Pour combien ça à peu près ?
V-Commando, il est aux alentours une quarantaine d'euros. Entre 35 et 40 euros. Bon, ça va, je trouve, pour ce genre de jeu, parce que c'est du jeu de figurines un petit peu. Enfin, pas vraiment. Pas vraiment, mais on retrouve les mêmes sensations. Je pense que s'il y avait eu de la figurine dedans, comme on peut en voir chez Edge ou chez FFG, enfin tout ça, ça reste, ça serait plus. Il aurait été plus cher, forcément. Et je sais pas s'il y aurait eu, si ça aurait changé. Esthétiquement sûr, il aurait été plus joli, mais est-ce que ça aurait changé la mécanique et la sensation de jeu? Je suis pas convaincu. Merci Alexis. Mais de rien. À toi. Maintenant, moi aussi, je vais pourrir ta chronique. On va rejouer à Commando. Bah, vous allez pouvoir le sortir quand vous ferez des manifestations jeux vidéo ou pas. Allez, Yann, on va t'écouter toi aussi sur ta chronique parce que toi aussi, il y a un jeu dont tu voulais nous parler. Pour célébrer la sortie en salle de 50 nuances, volume 2, petite séance de shopping sur Plume FM. Alors moi, ce que je vous propose, c'est celui-ci, le modèle de base. Alors sinon, il y a plus celui-là qui est réglable. Et pour les soirées à thème, vous avez celui-là. Ou voire carrément le gros modèle, quoi. Ben, je crois que je vais prendre les 4. Ok, très bien. Martine, mets-nous une boîte de 4 gods pour la dame. Hop. Erreur de traduction. Autant pour nous. C'est 4 gods dont on va parler. N'est-ce pas, Yann? Oui, c'est ça. Exactement. C'est une vraie erreur. Il est aussi dyslexique, celui-là, non? Un peu, hein. C'est ça, ouais. Bon. 4 gods. Donc, rien à voir. Mais alors, clairement, rassurez-vous, ça n'a rien à voir. Là, je vais vous parler de création d'univers, de Big Bang et de créer sa civilisation un petit peu. Pareil. Donc voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça aussi. Bah non, finalement. Donc comment? On peut pas créer de civilisation avec un god. Non, on peut pas. Mais avec non, 4 ça c'est limite. Donc non, moi je vais vous parler d'un jeu de Christophe Bollinger. Christophe Bollinger, qui est un auteur connu et reconnu dans le monde entier d'ailleurs. Il a créé le jeu Dungeon Twister par exemple, qui est extrêmement connu. Archipelago, Earth Reborn. Dans les jeux un petit peu plus légers, on a Fruit Salad ou bientôt, je crois qu'il va bientôt sortir, c'est Arboria. Oui. Hein, voilà, ça fait partie de ses dernières créations. Il a été présenté à Cannes là justement ce week-end. Et il est illustré par Ismaël. Pareil, un illustrateur qui a travaillé déjà avec Christophe Bollinger sur Archipelago, par exemple, et d'autres, je crois, quelques genres des Dungeon Twister. Et il a travaillé aussi sur Barony, Wacky Challenge et d'autres jeux. C'est édité par Ludicali. C'est à partir de 10 ans, c'est pour de 2 à 4 joueurs, et c'est pour une vingtaine de minutes, à peu près de plaisir. Donc c'est une boîte qui vaut dans les 39 €. Alors le speech, c'est le début de l'univers. Donc c'est le Big Bang ou le Big Bound si on écoute les dernières théories d'ailleurs, parce que ce n'est qu'une théorie. Hein. Là, on va devoir incarner un dieu qui va devoir créer son monde idéal. Donc le monde idéal, finalement, le monde qui va le plus le représenter. Parce que les dieux sont tous affiliés à une typologie de terrain. Donc il y a le dieu des océans, le dieu des montagnes, à travers un nain, une sorte de nain. Il y a le dieu des océans, qui est une sorte d'ondine. Le dieu de la terre, qui est plutôt un humain, avec un dieu plutôt humain, olympien, on va dire. Et le dieu des forêts, qui est plutôt du type elfique, avec son arc et sa jolie robe à fleurs. Donc ça, c'est les dieux qu'on va incarner, mais on les incarne pas tout de suite. Au tout début, on va commencer à placer des tuiles. Donc le jeu, en fait, on a une sorte de carré qui va se positionner sur la table avec un vide au milieu. Et on a un petit sac avec des tuiles. Sur ces tuiles, on a des terrains, différents terrains, qui vont de l'eau, la montagne, la plaine et la forêt. On peut avoir plusieurs types de terrains ou un seul type de terrain sur chaque tuile. On en tire 2 du sac et on va commencer à les placer comme ça dans le plateau et on va créer son univers. Un petit peu à la Carcassonne ou un petit peu à la Carcassonne, un petit peu dans tous les jeux de tuiles comme ça où on va créer comme ça une sorte de monde de puzzle où les choses s'imbriquent les unes à côté des autres. Voilà. Après sur le graphisme, on est proche de Populous aussi un petit peu pour faire les références numériques. Populous, voilà. Populous. Et du coup là, en fait, il va falloir créer notre monde avec la majorité d'éléments qui correspondent à notre dieu. Donc pour ça, on va tirer 2 tuiles dans le sac et on va jouer. Alors il y a plusieurs modes de jeu, mais il y a un mode de jeu où c'est tous en simultané. Et donc en fait, il a réussi à créer un jeu qui est une sorte de battle puzzle en fait.
Donc on va poser des tuiles le plus vite possible qui vont nous correspondre. Il n'y a pas de limite de tour. Au départ, ils ne nous correspondent pas, c'est-à-dire qu'on pose des tuiles. Au départ, on pose des tuiles un petit peu au hasard, puis très vite, on va essayer de définir une direction. C'est quand on se dit, tiens, je pense que là, il y aura majorité. Et là, on va révéler, c'est ça, on va se dire, tiens, là, l'eau, par exemple, c'est bien parti, je vais prendre le dieu de l'eau. Et donc là, tu dis, moi, je prends le dieu de l'eau. Donc souvent, dans les quelques secondes qui suivent, les autres personnages se précipitent sur un dieu aussi pour essayer d'avoir les meilleurs. Et à partir de ce moment-là, tu te retrouves avec ton dieu et une petite boîte avec des prophètes. Ces fameux prophètes dont je vais vous parler, qui permettent de marquer des points pour la fin de la partie. Et donc, on va incarner son dieu. Et on va donc construire comme ça la plus belle, on va essayer de se construire la plus belle part du gâteau en jouant tous ensemble et en posant nos tuiles au fur et à mesure. On a aussi un système de défausse. Quand la tuile ne nous correspond pas, si on n'en veut pas ou si on trouve qu'elle est trop avantageuse pour les autres, on peut la défausser et la réutiliser plus tard, ou on peut aller chercher dans la défausse des autres joueurs aussi. Donc il y a une grande liberté et il y a beaucoup d'interactions au final. C'est vraiment le principe du puzzle, effectivement, où si la pièce s'imbrique pas bien, on la met de côté, on y reviendra, elle va s'imbriquer mieux plus tard. C'est ça. Et sinon, tu as 2 règles finalement pour poser ta tuile qui sont assez simples. Il faut que tu touches de bord. Il faut que ta tuile puisse toucher de bord. Donc tu vas forcément commencer par un coin du plateau. Pas de diagonale. Au fur et à mesure, ça va commencer à se développer et puis tu vas pouvoir aller plus loin. Et il faut que ça corresponde forcément. Il faut que ça soit un joli dessin. Il faut que l'eau touche de l'eau et que voilà, ça soit logique. Donc voilà, ensuite on va incarner le dieu comme tu disais, on va essayer de faire les plus grands royaumes de ces typologies de terrain, et on va aussi pouvoir poser donc dans le jeu 2 choses, les prophètes et des villes. Donc les villes, on imagine qu'il y a un endroit, on se dit là, à cet endroit-là par exemple, ça va être très difficile de poser une nouvelle tuile, parce que la concordance des tuiles fait que c'est pratiquement impossible, et il y a des cas où tu peux être sûr que c'est impossible. Donc tu vas dire, je vais poser une ville là, tu poses un petit prophète dessus, et à la fin de la partie, ça te rapportera des points. Par contre, si tu l'as pas posé à un endroit imprenable, les autres joueurs peuvent, s'ils le découvrent, s'ils découvrent la bonne tuile, brûler ta ville, la détruire, et donc là, c'est l'adversaire qui va récupérer les points, et il aura mis la petite tuile qui correspond finalement à la typologie du puzzle. Donc voilà pour les règles, c'est vraiment... Ah non, le prophète aussi, j'ai oublié de te parler du prophète. Le prophète, lui, tu vas le positionner au fur et à mesure, quand tu as le droit de le poser que quand tu poses une tuile. Tu poses une tuile terrain, donc tu vas pouvoir positionner un prophète. Et donc pour chaque petit bout de royaume, donc par exemple, on va dire que j'ai le royaume de l'eau, et s'il y a 5 tuiles qui composent le royaume de l'eau, et qu'il y a donc que mon prophète sur ces fameuses 5 tuiles, je vais gagner 4 points, parce qu'il y a 4 tuiles de l'eau qui sont libres. En plus, celle où est ton prophète ne compte pas, quoi. C'est ça. Exactement. Et si un autre joueur vient, par exemple, me défier sur un territoire, et du coup, on va se retrouver à égalité. Donc là, on va se partager les points restants avec l'autre. Et si on a la majorité, on va quand même déduire toutes les tuiles finalement de notre territoire où on est dessus et celles où l'adversaire aussi est dessus. Donc du coup, ça fera beaucoup moins de points en cas de bataille. Et l'adversaire peut venir sur ton territoire, tu disais, il peut se mettre sur l'eau si tu es déjà sur l'eau, ou c'est parce qu'il est juste sur la même tuile, mais lui sur la montagne? En fait, il peut venir sur l'eau parce que sur le même royaume, il faut que ça communique. D'accord. C'est pas parce que tu as le dieu de l'eau que tu dois mettre tous tes prophètes sur l'eau. Non, au contraire, tu les mets là où c'est avantageux, là où ça peut être avantageux. Là, ça va être la route, là, ça va être l'intérieur, là, ça va être la plaine. Exactement. Les prophètes sont pas là pour convertir finalement à ton dieu. D'accord. C'est là pour scorer des points sur les différents royaumes. Et c'est assez malin et voilà, c'est un jeu qui a une grande interaction. Alors il y a plusieurs modes de jeu. Il a des petites tuiles que l'on peut lancer au hasard et qui vont définir différents petits modes de jeu. Donc soit en jouant à 2, soit on joue avec un seul dieu, soit on joue avec les dieux qu'on a dès le départ. On le sait, mais on les a en mode caché. Soit tu as aussi la version tu joues au tour par tour ou en mode temps réel, tout le monde joue en même temps en posant ses tuiles. Donc ça, c'est assez sympathique quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui offrent cette possibilité-là. Non, d'ailleurs... D'où ça raccourcit le temps des parties. C'est ça, il était assez unique dans ce sens-là, où c'est l'un des rares jeux où plus on est nombreux, plus la partie est rapide. Absolument. C'est défini de cette manière-là, oui, c'est vrai. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui a beaucoup d'originalité, qui a des très beaux, c'est du bon matériel, hein, les tuiles sont de qualité. Voilà, c'est quelque chose de très sympa et je pense qu'il faut vraiment le découvrir. C'est
c'est facile, c'est rapide d'accès, on peut y jouer avec des enfants. La première partie, on apprend, donc le mieux c'est de jouer au tour par tour, comme ça on peut bien vérifier les correspondances avec les différentes tuiles. Et puis après, on est très vite parti sur le temps réel, parce que c'est ce qui fait vraiment le piment du jeu, le fait de jouer tous ensemble. De jouer tous ensemble, exactement, de gêner. Pouvoir se gêner, de pouvoir vraiment surveiller l'autre d'un coin de l'œil, tout en essayant d'être le plus rapide pour marquer le maximum de points. Et c'est vrai que on le dit souvent, quand un jeu, on peut y jouer avec les enfants, mais c'est important. Enfin, quand on est dans une famille où nous, je sais que à part y jouer avec Madame, sinon, j'y joue avec les enfants. Ça nous permet d'être plus de joueurs, et donc avoir des jeux qui le permettent, à mon sens, c'est important. Et c'est vrai que For Gods, je l'attendais, avec une petite impatience, pas énorme, mais quand même, il avait titillé mon intérêt parce qu'on avait vu le prototype à l'Asmodée, et voilà, avec Christophe Bollinger, et on s'était dit, tiens, on peut. Il y avait moyen d'en faire quelque chose, donc j'avais hâte de voir le produit fini. Il y a le plaisir de développer son territoire. C'est un jeu de conquête finalement de territoire, mais très rapide, avec pourtant une bonne profondeur. Avec une mise en place, on incarne les dieux, on est là, on crée vraiment un univers. L'univers est différent à chaque fois parce qu'on n'aura jamais deux fois la même tuile qui va se placer au même endroit. Ça serait pas de chance d'avoir à chaque fois un tableau final du monde. Non, il y a beaucoup de variétés de tuiles qui permettent justement de construire plein de choses différentes. Elles sont recto verso en plus, donc ça augmente le nombre de possibilités. Donc For Gods, tu l'as dit, un jeu édité par Ludicali. Exactement. Et distribué par Asmodée. Un jeu de Christophe Bollinger. Merci Yann. Merci. Et toi, Damien, à quoi tu joues? Ouais, avant d'entamer notre prochaine pause musicale, il nous reste un dernier jeu à voir avec toi. Oui, alors je vais passer la parole à mon stagiaire. Stagiaire, avez-vous le jingle disponible? Non, tu m'as dit que tu l'avais pas et que c'est toi qui l'avais oublié. Ah bon, oui c'est vrai, c'est moi. Bon, et bien sans jingle et sans transition, je vais vous parler de Fortune de mer, Pavillon Noir. Mon stylo est tombé, j'en ai pas besoin. C'est un jeu de Joshua Capel, le premier illustrateur de Pandémie, depuis remplacé par Chris Williams. C'est d'ailleurs ce dernier qui signe les illustrations de Pavillon Noir, dans lequel Capel en est l'auteur. Vous arrivez à suivre? Pas trop le mal de mer. Ok, alors je continue. Fortune de mer, c'est une série de jeux illustrés par Williams, et c'est lui le fil rouge dans l'histoire sur le thème de la piraterie, qu'on en soit ou non d'ailleurs, ou qu'on la subisse, dans la mer des Caraïbes du XVIIe. Alors ici, on est dans la version 2 joueurs, Pavillon Noir, donc édité par Philosophia, une petite heure de jeu à partir de 14 ans pour une quarantaine d'euros. Alors dans Pavillon Noir, 2 navires s'affrontent à coups de boulets de canon dans ta coque, dans tes voiles et dans la gueule de ton équipage, jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à envoyer le bâtiment de l'autre par le fond. Alors dit comme ça, ça a l'air un peu bourrin, mais vous verrez tout de suite que ça se joue dans la subtilité, la finesse et la précision. Niveau matos, chaque joueur possède un plateau, représentant son bateau, un gros jeu, grosse boîte qui est énorme, chacun son bateau. Un plateau représentant son navire sur lequel il va placer plein de pièces pour matérialiser ses canons, ses hommes, les planches de sa coque, les voiles, son capitaine, son second, ses actions déjà effectuées, etc. On reste en 2D, mais ça permet au premier coup d'œil de matérialiser ce qu'il nous reste à détruire chez l'autre, ou là on doit colmater d'urgence chez nous. Pour carnarder le bateau d'en face, plusieurs types de canons qui privilégient la qualité ou la quantité, et un système de visée pour le moins singulier, mais qui donne toute son originalité au jeu. Jusque-là, vous allez dire que je dis tout le temps la même chose, mais c'est mon expérience personnelle. On avait déjà vu ça en jeu en flash sur Internet. Donc une nouvelle adaptation d'un jeu... Excusez-moi, mais je vois le monsieur qui galère en face avec une toute petite boîte de jeu. J'imagine même pas quand il va nous présenter Pandémie tout à l'heure, quoi. Ah bon? Pourquoi? J'ai lancé mon dé noir. Non, mais c'est vrai qu'on a une fois de plus un jeu de piraterie de bateaux qui se bombardent les uns les autres. On avait ça en jeu flash sur Internet. Ça enlève rien à l'attrait de Pavillon Noir pour autant, mais dans le système de visée, alors là, c'est, je trouve, une bonne nouveauté, un truc très sympa. On va tirer une carte cible, c'est tel qu'on l'imagine, avec des cercles concentriques qui valent plus ou moins de points. Et par-dessus, on a un quadrillage avec des chiffres et en abscisse en ordonnée. Et chaque carte est différente, parce que par exemple les coordonnées 2, 4, ça va permettre de tirer dans le mille sur une cible, mais ça va te faire totalement zapper ta carte sur une autre cible. Et pour avoir la bonne combinaison, on va jouer avec un paquet de cartes traditionnelles, cœur, carreau, pique, trèfle, de l'as jusqu'au 10 sans les figures. Et ça va nous permettre de jouer à la fois une combinaison pour
pour viser, c'est-à-dire on va piocher 2 cartes. Tiens, j'ai le 2 de cœur et j'ai le 4 de trèfle. Est-ce que 2-4, ça me permet de bien viser sur cette carte, ou est-ce que j'attends d'avoir d'autres cartes pour avoir une autre combinaison? Mais ça va servir aussi à esquiver, à recharger ou à faire des petites crasses à l'adversaire. Donc là, pour le coup, on est dans un tout autre type de jeu, parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main et on sait pas ce qu'on va piocher derrière. Donc, est-ce qu'il vaut mieux jouer une combinaison qui nous envoie pas forcément dans le mille de la cible, au risque de faire moins de dégâts à l'adversaire? C'est ça l'avantage de tirer au centre de la cible ou sur les côtés par rapport au type de canon qu'on a utilisé. Ou alors, est-ce qu'on va préférer attendre un petit peu plus loin, de piocher des cartes meilleures, mais entre-temps, l'adversaire va pas se gêner pour nous allumer pendant ce temps. En plus, on peut sacrifier, ça c'est sympa, à tout moment un marin pour l'envoyer au péril de sa vie, réparer la coque ou recoudre une voile. Et là, on va vite commencer à dépouiller le pont et donc à révéler des malus qui sont autant de handicap pour les manœuvres à venir. Donc, en fait, si on était dans un film de pirates, on serait pas dans celui où les galions se croisent dans toute leur longueur comme ça, ils font feu continuellement et au bout d'un moment, il y en a un des deux qui coule, arrivé à l'autre extrémité, quoi, de la poue à la poupe. Et là, on est plutôt dans le film où le capitaine, il est là, il dit attendez, maintenant, virez de bord, feu à volonté, visez le mât, sans voile, ils seront à la dérive. Parce que c'est tout dans cette histoire de précision et de ce qu'on décide de faire avec cette cible. Est-ce qu'on décide de la jouer au bon moment ou est-ce qu'on y va dès qu'on a des cartes, on tire. Et parfois, quelques tirs bien placés font plus qu'un échange de feu nourri, qui est autant risqué d'ailleurs pour l'un que pour l'autre. Alors, en plus, jouer avec des cartes, encore une fois, les cartes, le paquet traditionnel, cœur, carreau, pique, trèfle, ça renforce cette idée de vieux jeu et ça aide vachement à rentrer dans l'ambiance, un peu comme si on était à la taverne à taper le carton et qu'on entendait dehors les corsaires du roi d'Angleterre en train de mettre une misère au caravelle du roi d'Espagne. Donc, Pavillon Noir chez Philosophia, c'est le jeu à 2 joueurs de la série Fortune des mers, un jeu bien cool, et si possible pas votre bateau mais plutôt celui d'en face. Et pour rester dans le thème des pirates, sachez que avec stagiaire Louis, on a rencontré Frédéric Lamy, l'auteur du Proto-Brigantin, au festival Onirium, Ludicrea, fait par l'association Onirium à Hennebont pendant les vacances, et que son interview arrive bientôt sur notre site, et peut-être que lui arrivera dans quelques semaines, si tout va bien, dans l'émission, pour parler de son jeu. D'ici là, si vous le croisez sur un salon ou sur un festival, n'hésitez pas à aller tester Brigantin, parce que ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup Damien. Donc c'était Pavillon Noir, tu l'as dit, donc chez Philosophia, et encore une fois distribué par Asmodée. Et ouais, il en distribue beaucoup. On va rester dans l'univers des pavillons, du noir, des bateaux, de la taverne et un petit peu de la mer, avec Soldat Louis qui va nous chanter Pavillon Noir. Jusqu'à 23h30, des ludes et des plumes sur Plume FM. On est ensemble dans Des luttes et des plumes depuis maintenant 1 heure. Il nous reste encore 1 heure à papoter avec notamment David et Yannick qui sont là pour nous parler donc de Récréabrique. On a vu tout à l'heure qu'effectivement c'était un événement donc où il allait y avoir une exposition de Lego, qui avait des professionnels, des amateurs, tout type de personnes. Et je voulais savoir, dans ce genre d'événement, est-ce que on est amené à rencontrer des fois, par exemple, du vol de Lego? Est-ce que ça attire la convoitise? On peut en parler de... Oui, tout. À partir du moment où il y a des choses qui sont mises à la portée des mains des gens, je crois que on pourrait rien y faire. Il n'y a pas besoin de faire une expo Lego pour ça. La dernière fois qu'on a fait l'expo qu'on avait fait à Récréa-Jeux, on a des gamins qui se sont amusés à tirer des minifigs. Bon, les enfants encore. Mais bon, c'est les enfants encore. Ça reste, c'est des jeux pour eux. Mais oui, malheureusement, la nature humaine est ainsi faite que la tentation est là. Le petit personnage, le petit bonhomme que j'ai pas dans ma collection, ou alors, la petite brique dorée en 3/2 que numéro 6, voilà, comme disait Damien tout à l'heure. Non, mais malheureusement, bon, c'est pas, enfin, on n'y pense pas non plus. On n'est pas. Voilà, non, heureusement qu'on vit pas dans la psychose de ces choses-là. Mais je pensais, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même des
des professionnels. Enfin, il y a un marché, tu disais, sur Internet, partout, un marché du Lego. Et il y a des gens qui doivent venir avec des collections qu'ils ont dû mettre en place depuis peut-être des années, enfin des trucs qui sont un peu viscérales. Et quand on amène pour le plaisir des yeux quelque chose et qu'on repart et qu'on se dit ah putain, cette petite pièce que j'avais mis 5 ans à trouver, elle a disparu, ça doit quand même mettre les nerfs, quoi. Bah, ça va même plus loin que ça, si tu veux, parce que tu as tout à l'heure on parlait de Lego qui sortait des produits. Lego s'amuse à sortir des sets qui sont en édition limitée. Je sais pas, l'exemple par exemple de la voiture de retour vers le futur, elle est en édition limitée, il y en a plus à vendre. Donc quand tu la vois sur une expo, tu fais ah mince, celle-là je l'ai pas. Oh lui il l'a et pas moi. Voilà, il y a plein comme ça. La voiture des SOS fantômes dont j'ai encore oublié le nom. Parce qu'elle a un nom, la voiture des SOS fantômes. Elles ont toutes les voitures ont un nom. Il y a la DeLorean et la voiture des SOS fantômes, c'est Lecto-One, voilà, merci. Donc c'est des choses qui sont en édition limitée. Quand il y en a plus, il y en a plus. Donc c'est des produits qui se négocient après sur Internet avec des chiffres relativement trop longs. Oui. Et du coup, est-ce que c'est pas voulu par Lego peut-être de se dire de temps en temps on va sortir une édition limitée parce qu'on est sûr que tout va se vendre, en fait. Ils le font systématiquement. Tous les ans, il y a qu'en fait, quand une édition se finit, c'est parce qu'il y en a une autre qui arrive, etc., etc. Je crois que quand Lecto-One s'est arrêté, ils avaient sorti quelque chose lié à Scooby-Doo, je crois, qui était assez rare aussi, et ça s'enchaîne comme ça. Il y a que les gros sets vendus à Carrefour, malheureusement, qui sont des choses qu'on va trouver facilement. Mais quand tu vas dans un Lego Store, par exemple, tu as l'énorme tête de gondole avec toutes les voitures super rares. Quand il y en a plus, il y en a plus. Ça reste, il y en a plus chez eux. Après, faut les trouver sur le marché parallèle. Parce qu'il y a des Lego Stores. Oui, il y a des Lego Stores. Il y a des magasins. Je l'apprends. Écoute, je suis heureux de t'apprendre ça. Il y en a en France. Il y en a de plus en plus en France. Il y en a à Serran, ici. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Non, en fait, oui, Lego a développé ce concept de magasin où ils ne vendent que du Lego. Au kilo. Non, te marre pas, ça marche au kilo. Ouais. Ils vendent en fait des boîtes, tous les sets que tu peux avoir dans les grandes surfaces, tu les as sur place. Bon, les sets rares aussi. Et tu as des murs entiers de bacs remplis de petites briques. Alors la petite brique dont Damien parlait tout à l'heure en 4x1. Je les connais les murs. D'accord. En fait, tu vas avec ta petite boîte, tu as une petite boîte, tu la remplis. Donc, comme les vis, exactement. Un bricolage. Alors, un gabarit. T'as une petite boîte, tu la remplis avec un petit couvercle dessus. Et quand tu as rempli ta boîte, tu mets tout ce que tu veux dedans. Tu bourres la boîte. Dès que tu peux fermer la boîte, elle est à toi. Mais tu prends ce que tu veux. Alors, tu as plusieurs tailles de boîtes. Alors, des fois, ils viennent te conseiller sur comment optimiser le rangement dans la boîte pour en mettre encore plus. Ils sont plutôt bons joueurs, alors. Ils sont super sympas. Moi, ça m'arrive. C'est comme les bonbons au kilo, quoi. Je veux dire, que tu achètes sur les fêtes foraines. T'aimes bien les dentistes. Non, mais ils sont bons joueurs parce que tu sais que si tu vas acheter là-bas, si tu regardes le prix d'un paquet, le prix que tu l'achètes là. Ah, mais c'est vrai. Ils y gagnent quand même. Mais quoi. le pire, c'est qu'ils vendent les briques à la boîte, quoi. Mais ils vendent aussi les minifigs. Tu as des bacs entiers de têtes, de chapeaux, de corps, de bras, de jambes, de ski, de ce que tu veux. Et tu peux la monter toi-même. Tu fais tes 3 petits bonhommes, et tu te barres avec les 3 petits bonhommes, t'es content, et tu les montes exactement comme tu veux. C'est vraiment, c'est toi qui choisis tes bonhommes, tes briques, tes trucs, tes machins. Enfin, à la limite, c'est mieux qu'un set que tu achètes. Mais tu n'auras jamais un set complet. Tu pourras pas acheter brique par brique. Alors, faut que tu passes la semaine, quoi, à sélectionner la moindre brique. Faut les connaître à l'avance. Faut avoir, tu vois, acheter ça. T'es avec ton dépliant, tu coches toutes les petites cases sur ton dépliant. Mais c'est ça, en fait. J'ai l'impression. Tu faisais un comparatif avant maintenant, mais où avant on avait une boîte de Lego avec plein de petites briques, et puis on se disait tiens avec ces 50 trucs, qu'est-ce que je peux fabriquer? Ah tiens, je peux faire un patin, un machin, une maison, un bateau. Et maintenant on se dit j'ai envie de fabriquer ça. Et pour fabriquer ça, quelle brique est-ce qu'il me faut? Mais tu sais qu'il existe un logiciel aujourd'hui. Tu prends par exemple quelque chose que tu modélises en 3D via certains logiciels comme Google SketchUp, des choses comme ça. Tu peux, avec ce logiciel, il te le modélise en briques et il te dit vous avez besoin de telle brique pour fabriquer ça. Il sort le devis. Il te sort voilà, vous avez besoin de telle brique pour le faire. Donc ça va encore plus loin, quoi. C'est très rigolo. Là par exemple, j'imagine, ouais. C'est énorme comme logiciel parce que même au niveau de la création, ça doit leur faciliter le travail, quoi. Ah bah bien sûr. Mais tu vois par exemple sur le Récréabrique par exemple, on a une mosaïque qui est proposée au public. En fait, on a une mosaïque de 4 mètres carrés, je crois, un truc comme ça.
quelque chose dans le genre, qui est proposé pendant les 2 jours. Les gens viennent monter des petits tas de briques qu'on va assembler ensuite sur un mur pour fabriquer un énorme dessin. En fait, pour avoir, on part d'un tableau, enfin pas moi, mais Michael part d'un tableau, et grâce à un logiciel justement, il découpe tout le tableau en briques de couleur, pour pouvoir ensuite avoir ce modèle qui va permettre aux gens de s'amuser en reconstituant les briques et reconstituer le dessin. À refaire le tableau. Tout à fait. Voilà, pièce par pièce, quoi. Donc ça va prendre 2 jours cette histoire, mais surtout en 4x4. Ça devrait aller. On l'avait fait il y a 2 ans, ça s'était fini in extremis quand même. C'était juste à la fin de la journée, c'était fini. Du coup, c'est une très bonne transition parce que j'avais une question. C'était quel genre d'activité, d'animation on va pouvoir trouver sur le salon? Ah, il faudra venir pour voir ça. Ouais, mais il faut aussi nous donner envie pour venir. En fait, tu vas avoir du Lego, forcément. Tu vas avoir quelque chose qui est plus dans ma partie parce qu'on va avoir un plateau de jeux vidéo Lego. Grâce au gentil partenariat de Monsieur Warner, on va pouvoir proposer aux gens de venir jouer avec tous les jeux vidéo Lego qui existent, depuis la PS2 jusqu'à la Xbox One. Alors ça débarque quand, les premiers jeux Lego d'ailleurs? Le premier c'est PS2, c'est Lego Star Wars. Lego Star Wars sur PS2. Il y a Long Faraway. Après, il y a eu plein de trucs, quoi. Il y a eu. Après, je pense que c'est sorti, ça a été décliné. Le dernier sorti, le dernier à sortir, c'est Lego World qui sort le 8 mars. Merci pour la pub. Et il y a eu Lego Harry Potter sorti plus dernièrement. Et puis voilà, tout sera présenté. Donc on va mettre du Lego Dimension aussi en place. C'est un mélange entre Lego et Skylander, par exemple. Je sais pas si tu as vu ça. Donc voilà, figurine Lego sur plateau avec du vrai Lego à construire, du vrai Lego à manipuler pour jouer sur un jeu vidéo. Sa figue, on la met. Voilà, tout à fait. D'accord. Voilà, donc ça ce sera en démonstration. Ce sera en démonstration auprès du grand public. Donc il y aura de la petite brique à jouer. On va mettre des Lego pour que les gamins puissent venir s'amuser. On aura du Duplo pour les tout petits enfants parce que les petites mains, on leur met des gros Lego. Voilà. Moi j'ai une petite question par rapport à ça. Les Duplos sont des gros Lego, les Lego sont des petits Lego. Ceux dans la taille intermédiaire, parce que je sais que Jean-Jacques Goldman dans une chanson dans Vole-moi, il dit j'emploierai des moyens Lego. Je les ai toujours cherchés ces moyens Lego, c'est lesquels en fait? C'est pas mal, j'en parlerai. Il est bien lui. Ah mais c'est travaillé. Sur le salon Récréabrique, comme ça dure 2 jours, si on vient sur une journée complète avec une famille, est-ce qu'il y a de la restauration sur place? Alors lundi non, enfin samedi non parce lundi, c'est fini. Non. Lundi sera fini aussi. Samedi non, il y aura pas de restauration parce que 14h 19h non. Par contre, on va mettre en place un système de food truck dimanche. Donc à l'entrée de l'expo, et les gens pourront venir se substanter moyennant l'achat de hamburgers, de salades, de frites. On mange à l'extérieur ou on peut manger à l'intérieur au-dessus des... Oh regarde comme c'est beau. Oh mince. Cette maillot Lego mayonnaise, je sais pas ce que ça peut donner. C'est un concept à voir. Ça peut être un concept. Non, mais non, après il y aura des tables, il y aura des espaces. Donc enfin normalement on doit mettre en place un système aussi. On va faire des crêpes toute l'après-midi. D'accord. On est en Bretagne, donc on va manger des crêpes. Voilà, puis il y aura une petite buvette. On n'est pas en Savoie. Lego tartiflette. Puis il y aura une petite buvette, il y aura des trucs sympas, quoi. Il y aura de quoi manger et boire avec modération tout le week-end. L'entrée est payante ou gratuite? L'entrée est payante. Alors il y a 2 tarifs, de 3 ans à 12 ans c'est 1 euro et au-dessus de 12 ans c'est 3 euros. D'accord, ou ce qui reste quand même très abordable et très honnête. On essaye de faire un truc quand même pour tout le monde, parce que si tu viens avec papa, maman et 3 enfants tout de suite, c'est ça, une sortie en famille, ça peut être très onéreux. Ça fait un budget, quoi. Mais là, ça reste dans le domaine. Sachant que sur place, il y aura aussi il y aura un magasin qui sera là pour vendre du Lego. Ah voilà, c'était ma question, donc très bien. Mais je la voyais arriver. Je voyais la bulle au-dessus de la tête. Tes lèvres bougeaient tellement vite. On arrive à lire dessus. On a un magasin local. Je sais pas si on peut dire le nom du magasin. C'est Jouet Club, donc magasin de Jouet Club d'Auray qui sera là pour proposer des Lego à la vente. Nous on s'en fout, nous on est des rebelles. Ah bah d'accord. Nous on dit tout ce qu'on veut. Voilà. Puis donc parmi les activités, comme je vais finir sur les activités, donc il y aura un graveur de Lego qui sera là, un gars qui grave sur le Lego, qui va montrer un petit peu ce qu'il sait faire, et il y aura un imprimeur Lego, un gars qui va venir, donc c'est les Fabriques du Loc à Auray, qui va venir avec 2 imprimantes 3D pour imprimer du Lego.
Et ce gars-là a des idées absolument hallucinantes. Du coup, on peut dériver du Lego proprement dit ou pas? C'est-à-dire, si je lui dis, je voudrais que tu m'imprimes un Lego de 18 cases parce que j'en ai besoin d'un, ça n'existe pas dans la vraie vie. Bah, il sait le faire. Mais je peux avoir un Lego de 18 cases. Et tu sais après, je peux me la pour péter son à côté fils, des voitures Ghostbusters en disant, ouais. Pour son fils, il a créé par exemple un Lego. Tu sais, un Lego, c'est mâle-femelle. D'accord. Bah, il a créé un Lego mâle-mâle pour pouvoir assembler des choses plus facilement. Il a fait des assemblages comme ça, complètement intemporels entre du Lego et du Duplo. Ça, on peut avoir des choses moyennes avec du gros et du petit. Voilà. On va vers Jean-Jacques alors. Lui, il peut faire des moyens Lego. Voilà. Donc non, mais c'est vachement sympa. Et puis, je crois que c'est tout. L'imprimeur, oui, je crois que c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà bien, ouais. En plus du plaisir des yeux de toutes, on l'avait dit, de tous les dioramas qui seront présentés en Lego. Et une question qui semble peut-être un peu con, mais comme tu bosses en plus dans le jeu vidéo, je sais qu'on parle beaucoup en ce moment de réalité virtuelle. Est-ce qu'on peut imaginer un jour arriver à des jeux type où on n'aura plus besoin du matériel, où on mettra nos lunettes et dans le monde virtuel on aura tous les Lego qu'on veut et on pourra fabriquer tout ce qu'on veut. On n'aura plus le plaisir de l'avoir, mais on gagnera de la place. Il y en a certains qui l'ont même déjà proposé dans leurs lunettes. C'était pour la HoloSense. Alors c'est pas forcément sorti, mais c'était en projet, c'était dans leur démonstration. Et dans la vidéo, ils montraient bien que avec ton appareil, tu construisais ce que tu voulais en Lego. Tu te déconnectais, c'était propre, et puis tu remettais tes lunettes et tu avais tous tes Lego partout dans ta pièce. Oui, c'est pas quelque chose qui est impossible aujourd'hui avec la réalité virtuelle telle qu'il le propose. Non, c'est des choses qui sont tout à fait jouables. On arrive bien à jouer aujourd'hui avec le VR, par exemple, Sony. Tu peux jouer dans une salle d'arcade comme si tu étais vraiment dans la salle d'arcade. Tu rentres dans une pièce où tu as 40 bandes d'arcade, tu choisis ta borne et tu joues comme si tu étais vraiment dans une bande d'arcade. Pourquoi pas avoir ce genre de matériel? Alors après, ça va te demander quelque chose en plus parce que aujourd'hui, le casque, il marche au niveau des yeux. Il faut avoir quelque chose au niveau des mains pour la manipulation. Ouais. Je suis pas sûr que la manette de jeu suffise. Parce que manipuler des Lego avec une manette, on avait avec sur le Power Glove sur la Super NES, sur la NES par exemple. non, mais c'est des choses, c'est des choses. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils viennent d'ouvrir une toute petite porte en fait avec les casques. Il faut vite l'enfoncer cette porte pour faire plein de choses derrière. En train de dire, regarde par la serrure, tu vois tout ce que. Non, mais c'est vrai qu'entre l'Oculus, entre le VR, sur des choses comme ça, sur des téléphones. Il existe des casques qui sont hallucinants. Moi, j'en ai un, je suis bluffé. Là, la petite Nintendo qui va sortir là prochainement, la Switch, il s'est même murmuré qu'il était possible d'avoir un casque dessus, sous réserve que la console se vende bien. Ouais, d'ailleurs, les casques pour PlayStation se sont très très bien vendus jusqu'à présent d'ailleurs. Oui, ils sont tellement bien vendus qu'il n'y en a plus nulle part. C'est ça. Oui. C'est très difficile à avoir. Même nous, nous, on n'arrive pas. On en a sporadiquement. Donc, ce qui est plutôt encourageant pour permettre à cette technologie de se démocratiser, d'évoluer, et de voir qu'il y a une vraie demande. Mais du coup, c'était pour ça effectivement un truc où tu te dis, j'ai pas les moyens, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire parce que après c'est plus de l'impersonnel, quoi. On peut pas dire avec, sauf si on peut partager des casques et partager un même jeu après. C'est ce qui il y a un jeu qui existe comme ça déjà. Enfin, il n'est pas encore sorti, il a été démontré il y a quelques temps, où tu pourras jouer en coopération avec un casque VR chacun. C'est un SOS Fantôme qui a été montré, et c'est assez bluffant. Par contre, c'est 2 casques, 2 consoles, 2 télé, 2 personnes. Mais comme quand on veut jouer en ligne... mais c'est ça, chacun est sur son ordi, mais le massivement jouable est en train d'arriver, quoi. D'ici là qu'on n'est pas dans 3-4 ans, un jeu où tu joues à je sais pas combien, un Call of Duty par exemple, même si c'est pas le bon exemple, mais voilà, ou alors comment on appelle ça tout à l'heure, on avait dit un commando, un commando VR, ça peut être vachement sympa. Ah oui, tout le monde a rompé. Là, tu rentres dans ton salon et tout. Mais alors, justement, tu disais le côté convivialité, pour revenir sur le Lego, et comme on parlait Skylander, on peut avoir des Lego à monter et imaginer que la réalité virtuelle, elle anime
directement les personnages sur ce que tu as monté. C'est-à-dire tu as vraiment manipulé quelque chose, tu as vraiment construit un vaisseau et tu choisis un univers, je dis n'importe quoi, pirate, science-fiction, tout ça. Et là, tes personnages vont s'animer à partir de ce que tu as monté vraiment en Lego. Ça peut être un bon compromis aussi pour pas perdre le côté imagination, manipulation. Parce que je dis pas qu'on perd l'imagination si tout était virtuel, mais si on a dans ces cas-là des briques illimitées, eh bien, on perd le côté rotor de se dire bon ben je les enlève de l'intérieur pour les rajouter à l'extérieur, quitte à fragiliser, mais ça me fait un truc plus gros parce que j'ai que ça dans ma boîte, quoi. Ouais, c'est un concept aussi qui est pas mal. C'est vrai que jusqu'à présent, quand quand les enfants montent leur petit vaisseau Lego, ils se font le film dans la tête en se disant tiens voilà je fais ceci cela. Maintenant avec le casque, tu peux montrer ce que tu imagines. Mais ouais, c'est quelque chose qui est pas déconnant du tout. Hein. Comme un éditeur de logiciels, comme il y a chez Mario ou chez d'autres personnages sur PlayStation, où tu crées ton monde et t'as les petits. Si le nom ne me revient plus, mais Mario sur quoi? Sur Mario? Non, justement sur Mario et sur d'autres personnages sur PlayStation. où tu crées le logiciel et après tout le monde y joue. Ben voilà, tu as créé ton truc en Lego et après tout le monde y joue avec ses personnages virtuels. Il a pas la télé, il a pas de console, son téléphone reçoit pas les émoticônes. J'ai même jamais joué au Lego, je ne sais pas. T'aurais dû dire, j'aurais mis une boîte. Il a même pas de main en fait, on sait pas comment il vit. J'ai 2 pinces à crabe jaunes comme ça. Voilà. Donc on va revenir vers vous après pour continuer à parler de votre événement de Récré à Briques. Et on va continuer un petit peu avec nos présentations de jeux parce que à nouveau, et oui, je suis comme ça moi, je suis retors, j'ai encore un jeu à vous présenter. Dans Deludes, on sait dénicher un bon jeu jusque dans les détails, et même dans le livret de règles. Ah oui, les règles, c'est simple, tu vois Pandémie. Bon, t'as déjà joué, là c'est pareil, sauf que tu prends sauf s'il ne reste plus de cubes de ta couleur. Dans ces cas-là, t'as perdu. Non, mais il faut pas tout confondre, hein. On sait que Cthulhu vit au fond de l'océan, de l'autre côté de la Terre, mais c'est pas une raison pour faire croire aux gens que tout est à l'envers. Allez, vas-y Alex, présente-nous le jeu, mais dans le bon sens, s'il te plaît. Je vais essayer. Je vais vous parler de Pandemic Cthulhu. Alors c'est un jeu qui est sorti il y a peu de temps, donc qui date de 2016. Un jeu de Chuck Yeager et de Matt Leacock. Matt Leacock qui avait déjà officié sur le Pandémie original, sur l'île interdite, Knitwit ou Thunderbirds plus récemment en KS. Illustré par Fred Jordan, Chris Killiams ou Atta Kanani, voilà, qui sont des gens qui ont beaucoup officié aussi chez Philosophia, puisqu'ils avaient illustré notamment du Flick 'em Up, Thunder and Lightning, Pandémie Iberia, Pavillon Noir, dont on a parlé tout à l'heure, Aquarium, Beyond Baker Street, voilà, des jeux de chez Philosophia, parce que Pandemic Cthulhu est aussi un jeu qui vient de chez Philosophia. Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, mais ça je pense que c'est pour le marché américain, parce qu'on parle de Cthulhu et de petits monstres, voilà, avec des petits démons, des parties de 40 minutes, voire un petit peu plus, voire 1 heure. Alors, au cinéma ou dans la musique, moi souvent quand un auteur refait son film ou sa chanson, y a un truc qui me dérange, du style mais qu'est-ce qui se passe, il y avait plus d'idées, est-ce qu'il va réussir à apporter un vrai plus, un vrai changement, et des fois je suis déçu, puis des fois non. Dans le jeu de société je me pose les mêmes questions, surtout quand on change pas la mécanique mais juste la thématisation. Alors avec Pandemic Cthulhu, qui est une réécriture de Pandémie, le premier, l'original, je me suis demandé quel allait être mon ressenti. Là ça fait partie des fois où je suis pas déçu. Oublions que le mythe de Lovecraft est un univers qui me tient à cœur. En plus, comme il est dans le domaine public, je suis bien content parce que je suis servi dans les déclinaisons possibles. Et pour voir que le jeu fonctionne très bien ainsi. Alors, le jeu, globalement, c'est la même sauce. On va avoir un jeu coopératif où on se balade sur une carte pour éradiquer, alors non pas des souches de virus, mais des cultistes qui tentent d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions. Le but du jeu va être de fermer 4 portails avant qu'il soit trop tard. Pour cela, on va piocher des cartes qui vont nous permettre d'avancer, qu'on va pouvoir échanger ou qui vont nous permettre de fermer les portails. Il faut suivre un petit peu. Chaque investigateur qu'on va jouer, en fait, va posséder une faculté unique qui peut ou qui doit nous faciliter la vie un petit peu. Ça peut être du déplacement, ça peut être dans l'échange, mais il y a quelque chose qui va le rendre un petit peu particulier.
Quand on a tous joué, tout notre tour de jeu, et ben le mal avance et se répand en plaçant de nouveaux cultistes sur les villes. Et puis, quand un nouveau cultiste arrive sur une ville qui en comporte déjà 3, le mal se répand. Pouf, on retourne face visible la prochaine carte Grand Ancien, qui va apporter des effets négatifs à effet immédiat ou à effet durable sur l'ensemble de la partie. Comme chez son aîné, on devra de temps en temps remélanger les cartes déjà sorties et les remettre sur le dessus du paquet. Ça va nous indiquer clairement que là où il y avait déjà du cultiste, il va y en avoir encore. Donc le mal va se répandre, et donc, etc., etc. Donc il faut aller assez vite quand même. À la dernière carte retournée de Grand Ancien, Cthulhu en personne viendra vous dire que la partie est finie et que vous avez merdé quelque part. Dans les innovations au niveau du jeu, on va trouver le dé santé mentale, forcément indispensable à l'univers de Cthulhu. En fonction des événements, des Grands Anciens, des actions des joueurs, on sera peut-être amené des fois à lancer le dé de folie qui va nous faire perdre des points de santé mentale. Quand on n'en a plus, notre personnage va sombrer dans la folie et on va juste retourner sa carte et ça va diminuer ses capacités de déplacement ou ses capacités spéciales. Dans les innovations aussi, dans le jeu, on a des figurines. Fini les petits cubes de couleurs, fini les jetons, mais là on a des persos en chair et en os, enfin je veux dire en plastique et en polyuréthane. Non, là on a l'impression que je me moque, mais en fait c'est hyper classe d'avoir ces petits versos qui se déplacent. Moi j'adore les figurines, on n'est pas sans le savoir, et donc voilà, les avoir c'est énorme. On a les Shoggoths. Alors les Shoggoths, c'est une grosse figurine, c'est des monstres qui vont se balader sur la carte, toujours en direction du portail le plus proche. Et dès qu'ils en atteignent un, hop, éclosion des cultistes, retournement de Grand Ancien, tout le tralala dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme en plus, c'est des grosses bestioles qui vont être dures à tuer, il va nous falloir 3 actions pour les battre. C'est vraiment pas évident parce que il faut qu'on trouve des actions supplémentaires parce qu'ils se déplacent, donc il faut pouvoir les atteindre et pouvoir les combattre. En plus, eux aussi vont tenter d'influencer notre santé mentale en nous obligeant à lancer le dé. Et comme en plus, quand on pense les avoir tués, ils vont popper de temps en temps. Plus on attend, plus il faut en tuer, et plus c'est dur et plus c'est risqué. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander si Pandemic Cthulhu fera pas doublon dans notre ludothèque, si on possède déjà l'original. Je dirais autant qu'un jeu de cartes avec un autre jeu de cartes. Certes, le principe est le même, mais l'aventure vécue, moi je trouve, est réellement différente en fait. La thématisation apporte un réel plus dans le jeu. Toi Louis, tu y as joué aussi. Bah ouais, on y a joué ensemble. C'est pour ça C'était toi. Je me mouillais pas trop. Je me mouillais pas trop. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Alors, c'est vrai que j'ai pas fait le Pandemic original. J'ai fait vraiment que le Cthulhu. Et c'est vrai que je te rejoins sur un point, c'est que moi aussi, l'univers de Lovecraft, c'est vraiment un univers que j'aime vraiment. Et c'est vrai qu'encore une fois, on se retrouve bien servi. Ouais, il y a une vraie immersion, on est d'accord. Pour plein de trucs, l'univers, il n'est pas forcément bien respecté. Il y a quand même pas mal de détails qui choquent. Mais c'est vrai que ce jeu-là, en particulier, c'était une vraie aventure. C'était vraiment quelque chose d'intéressant à vivre. Et on se retrouve vraiment au cœur de l'action à se dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit aller tuer lui. Mais d'un autre côté, il y a lui qui se rapproche du portail. Oui, mais si on va pas tuer les cultistes, le mal va encore se répandre. Oui, mais le Shoggoth, il arrive. Bon, qu'est-ce qu'on fait? À nouveau dans un jeu coopératif. Alors c'est vrai que là on est parti sur une mécanique qui existait déjà, qu'on a rethématisé, donc forcément on a dû édulcorer un petit peu certains aspects de l'histoire ou du mythe, mais vous allez voir que, comme je l'ai dit, comme j'aime beaucoup le mythe de Cthulhu, il y a pléthore de jeux là-dessus, et je vais essayer comme ça régulièrement de revenir parce qu'il y a d'autres jeux qui sont un petit peu plus poussés, d'autres jeux qui sont un petit peu plus gentillés, mais celui-ci je trouve qu'il est dans un très bon milieu, c'est-à-dire ça nous permet de vivre une aventure sur le monde de Cthulhu sans forcément, enfin on n'est pas perdu si on n'y connaît rien, on n'est pas perdu si on connaît l'intégralité du mythe. Voilà, je trouve qu'il respecte très bien son rôle et très bien son challenge. Alors, et puis pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que, comme tu dis, il y a une pléthore de jeux sur l'univers de Lovecraft. Et jusque-là, même si je dis qu'il y a parfois où c'est un peu déconnant, là, sur tous les jeux qu'on a testés, il n'y en a vraiment pas un seul qui a fait défaut, quoi. Non, c'est vrai. Mais ça, on vous spoil un peu, là.
on y reviendra. On vous en parlera plus tard. On va bien pouvoir en trouver des jeux sur Cthulhu qui sont tout pourris, non? Qui sont oui. juste des adaptations commerciales, oui, ça va arriver. Ah oui. Alors, j'y ai pas joué, je dirais même, j'y ai pas encore joué parce que j'ai quand même envie d'essayer, mais de prime abord, je sais pas, je suis partagé entre, parce que j'adore Pandémie de base, le jeu, mais c'est plus que la mécanique, c'est aussi l'histoire de sauver le monde en coopératif. Enfin, c'est très marrant de partir, parcourir le monde. Est-ce que je suis partagé entre l'idée de me dire, j'aime bien cette mécanique, je suis content de la retrouver sur autre chose, et de me dire finalement, j'aurais bien voulu essayer Cthulhu parce que ça serait éventuellement le premier jeu que j'essaierais dans cet univers. Avec une autre approche et pas avec quelque chose que je connais déjà, avec un autre fond, une autre histoire, voilà quoi. Ça me partage. Je me dis, est-ce que c'est abordable pour quelqu'un qui connaît pas du tout Pandémie? Oui, parce que tu en es l'exemple, Louis, puisque tu connaissais pas le jeu original. Ouais, j'avais vraiment jamais joué. Mais dans ces cas-là, est-ce que c'est pas fait uniquement pour ces gens-là parce que c'est une manière d'entrer dans Pandémie je pense pas, c'est vraiment la version 2017 quoi. Une rethématisation comme Pandémique Iberia que j'ai pas testé, que j'ai pas eu l'occasion de tester, mais qui est un petit peu plus historique, un petit peu plus ancien, où là on va pas être dans un monde contemporain à rechercher des virus, on va partir sur du choléra, des choses. Ouais, mais alors, justement, lui, le défaut de lui, c'est de me dire mince, je joue qu'en Espagne. Ça m'a un peu c'est ça qui m'a arrêté en fait, c'est de me dire mais j'aimais bien me balader dans le monde entier, là j'ai l'impression qu'en Espagne c'est bon, on va réussir à faire le tour et à sauver tout le monde, ce qui est faux, mais voilà, c'est faux parce que tu peux avoir le même nombre de cases, ouais, effectivement, mais c'était limité, me dire dans Pandémie j'ai un petit peu en fait l'impression de quand on rajoute des extensions sur des jeux comme WoW ou des trucs comme ça sur internet, dire l'extension finalement on en fait vite le tour par rapport à la carte de base qui est super grande, et j'ai un peu ce sentiment là, me dire tiens, c'est comme s'il y avait une extension au monde réel, on passe dans le monde de Cthulhu, j'ai l'impression que ça va être plus restreint, mais c'est un a priori, et j'en reparlerai volontiers une fois que j'aurai testé ce jeu là, parce que quand même, sans problème, parce que moi, pour avoir testé les deux, je l'ai pas ressenti du tout comme une extension, mais bien comme un jeu à part entière. Comme un jeu à part entière, avec une rethématisation. Alors certes, on retrouve des similitudes, il y a des différences, mais c'est vraiment sauf qu'au lieu de courir après une souche de virus bleu, là on va essayer de. Il y a que des cultistes, mais ils viennent, et c'est une autre approche, mais que j'ai trouvé tout aussi pertinente. Merci Alexis. Oh, merci. Alors, on va passer dans un autre registre, toujours en parlant jeu, mais cette fois-ci, on va parler jeu un petit peu différemment. Je vous laisse voir avec Yann. Le lundi soir sur Plume FM, c'est cinéma. DLDP Productions présente, après Inception de Christopher Nolan, un rêve dans un rêve dans un rêve, voici Explosion de Christopher Nolan, un jeu dans un jeu dans un jeu. Alors imagine, tu prends un jeu populaire sur tablette, genre ceux où il faut éliminer des bulles de même couleur pour créer des choses. Ce jeu, tu l'adaptes en jeu de société avec du vrai matos à manipuler, des vraies billes, tout ça. Et cette adaptation, tu la réadaptes sur tablette, mais avec ta version à toi. C'est énorme, non? Oh là là, mais c'est trop gros. Les gens ne vont pas y croire. Et... attends, mais qu'est-ce que c'est? Le générique d'Arnold et Willy? Faut de tout pour faire un monde, faut de tout pour faire un monde, faut de tout pour faire un monde. Bon ça va Yann, c'est bon, présente-nous le jeu, puisqu'après tout, faut de tout pour faire un monde, faut de tout pour... écoute, c'était parfait. Je trouve que c'était l'explication la plus... Merci Yann pour ta rubrique. La plus judicieuse, voilà. Merci beaucoup. C'était très bien. On va tout de suite... Non, alors potion, explosion. Mais oui, mais c'est exactement ça, effectivement. Ils ont pris Candy Crush, ils en ont fait un jeu de société, et après on numérise le tout, et on a un jeu sur mobile qui fonctionne d'ailleurs très bien. Donc Potion Explosion, c'est un jeu de société d'Andrea Crespi, Lorenzo Silva, Stefano Castelli. C'est illustré par Giulia Gigini et c'était distribué par Asmodee. Par Edge. Et c'est un jeu Edge, c'est voilà, ça. Édité par Edge et distribué par Asmodee. Et donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, et on va pouvoir faire tout un tas de choses, genre par exemple jouer à Breaking Bad sans les risques que ça comporte. Le gentil chimiste qui s'amuse à
à fabriquer Je voyais des pas les petites. risques en fait. Les risques, La c'est saison apprendre la soit chimie en pas s'amusant. Ah d'accord. Donc là, non, il n'y a aucun risque que ça explose. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ils ont fait l'adaptation sur tablette numérique. Et ça, franchement, c'est une réussite. Moi, il y a beaucoup de débats, mais moi, je vais en profiter finalement pour cette chronique, pour donner mon avis sur l'adaptation numérique des jeux de société. Et je suis pour à 100%. Parce que ça donne envie, voilà, la critique qu'on va dire, c'est que ça va casser, détruire le jeu de société. Eh ben non, en fait, ça va donner envie. Ça va vraiment donner envie. Quand on connaît le jeu, on est content de le retrouver sur un support numérique, on va pouvoir le faire découvrir d'une autre façon, on va pouvoir y jouer d'une autre façon. Et quand on le connaît pas, eh ben justement, ça va donner envie d'aller chercher la boîte et de se mettre autour d'une table pour pouvoir y jouer, parce que finalement on va pouvoir jouer avec des amis qu'on ne connaît pas, des amis virtuels à l'autre bout du monde, mais le plaisir de se mettre autour d'une table, voilà, c'est toujours très sympathique. Donc là on a un mode pour le jeu. Le principe, c'est de fabriquer des petites potions qui vont nous rapporter des points. Ces potions, on peut les activer pour déclencher un pouvoir spécial qui permet de reprendre des billes, recomboter, faire des petits combos. Et dans la mécanique, en fait, on va choisir une bille que l'on va prendre dans un dévidoir, une sorte d'un dévidoir, de billes. On va prendre une bille, celle que l'on veut, et donc ça va rouler, ça va s'entrechoquer. Et si les billes qui s'entrechoquent sont de la même couleur, on les récupère. Elles sont aussi pour nous. Donc comme ça, de cette manière-là, on va pouvoir, en prenant une bille, des fois en récupérer jusqu'à 5, 6 sans problème. On prend ces petites billes, on les met, elles arrivent donc dans notre petit réservoir sur la droite, parce que du coup au niveau du graphisme, on a sur notre droite notre petit réservoir, en bas les potions, et à gauche la réserve, une réserve de 3 petites potions, 3 petits éléments de potions qu'on va pouvoir mettre de côté pour le prochain tour ou un autre tour encore. Et donc là, on va jouer en mode taper et glisser. Donc on va soit tapoter sur son appareil pour envoyer d'un endroit à un autre. Donc c'est assez fluide, c'est assez simple. C'est expliqué dans un très bon didacticiel. Et on va pouvoir comme ça fabriquer ses petites potions. Voilà pour le principe, c'est quand même tout simple. Et ça se joue assez bien à n'importe quel âge. À partir de 5-6 ans, on peut commencer à aborder un petit peu ce jeu-là. Le plus par rapport à ça, c'est que quand on n'a pas d'amis, on va pouvoir en trouver. Parce qu'il y a un mode en ligne. Et là, on va pouvoir affronter des joueurs à travers le monde entier. C'est plus facile. Tu y as passé des heures. Comment ? Du coup, tu y as passé des heures. Du coup, tu y passes un petit peu de temps quand même, parce que c'est intéressant. Mais je préfère, finalement, moi, la version C'est plus facile que de sortir avec ta boîte dans la rue en criant « Qui veut jouer avec moi ? Qui veut jouer avec moi ?» Après, ça va, moi, j'ai quand même plein d'amis, ou même des enfants, et quand j'ai besoin d'un joueur à portée de main... Ça, c'est ce qu'il croit. Il est 3h du matin, allez, viens jouer. Donc, au niveau des modes de jeu, on va avoir celui-ci, le mode multijoueur en ligne. On va pouvoir avoir un mode local et puis un mode contre l'intelligence artificielle qui a deux niveaux de difficulté. Un mode facile, un mode plus dur. Et puis voilà, c'est parti. On se lance dans la partie et on va pouvoir jouer, alors, soit avec des joueurs réels ou mixer les deux, des joueurs, des intelligences artificielles et des joueurs réels. D'accord, on peut intégrer. On n'est pas obligé de jouer. On peut jouer à 2 par exemple, on peut jouer à 4. Tous les deux contre l'ordinateur. Voilà, on peut jouer à 4, dont 2 humains et 2 ordinateurs. Un peu comme tous les modes qu'on retrouve dans les consoles, finalement. Mais moi, je suis pas vraiment humain. Moi, j'ai fait des tests au niveau du cerveau. Est-ce que presque un ordinateur. Est-ce que le jeu est disponible sur différents supports ? Il est disponible sur les 2 supports Android et iOS. Et Steam. Et il est différent. Steam en un seul mot ou Steam le... Non, Steam. Ah oui, d'accord, c'est sur PC. Ah ouais, Steam. D'accord, ça je ne savais pas parce que sur iOS, Respect était disponible sur sur les deux et sur PC. Mais alors dans ces cas-là, est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Parce que je veux dire, par rapport à la version boîte où tu avais le petit cache de ton dévidoir, un truc qui se cassait la gueule, est-ce que tu l'as aussi qui se casse la gueule, mais ou c'est que sur la version du Galaxy S7 en fait, où quand tu t'appuies dessus, le portable prend feu. Non, là justement ça va. Ils ont corrigé le matériel dure dans le temps sans aucun problème. Ah, c'est dommage, ça fait son petit charme aussi de dire je vois tout, il n'y a plus de suspense, c'est cassé. Ouais, mais ça c'est parce qu'on joue qu'avec des bourrins. Quand on essaye de mettre son doigt où il faut pas. Alors voilà, après... j'ai lancé un dé noir, on peut avoir des explications ? Sur le...
Après, voilà, c'est un jeu vraiment facile d'accès. On va pouvoir y jouer facilement. Ça coûte 4,99 €. Ça permet de se faire un avis aussi sur un jeu de société. Cette nouvelle façon de jouer à un jeu de société sur les portables, sur les mobiles, ça permet aussi comme c'est à peu près 10 fois moins cher que le jeu, quand même, ça vaut le coup peut-être d'investir les 4 ou 5 € pour aller tester le jeu. Et on va pouvoir retrouver comme ça tout un tas de jeux qui sont en train de se développer. Aujourd'hui, on en a tout un tas encore à présenter. Il y avait des jeux qui existaient déjà, notamment Asmodée a beaucoup fait d'applications de jeux de société. Oui. Il y avait Small World et on avait justement les colons de Catane, on avait Mémoire Ticket 44, to Ride, Formule D. Ouais, Ticket to Ride, alors Formule D, celui-là je l'avais pas vu. Mais effectivement, et puis pendant un petit moment, c'était resté un petit peu en stand-by, c'est-à-dire qu'on n'avait pas trop de nouveautés. Et là, il y a un renouveau, puisque là, on a Potion Explosion. C'est vrai qu'on a eu Cthulhu Realms aussi. Ouais, Cthulhu Realms, Star Realms. Alors il y a Mysterium aussi. Mysterium, donc Colt Express. On vous reparlera dans une autre émission. Après, la limite par rapport à Mysterium, on en reparlera bien sûr, mais il y a un scénario, il y a une aventure. Ici, il n'y a qu'un mode de jeu entre joueurs, ce qui est comme dans un jeu de société finalement, mais l'adaptation numérique aurait peut-être pu profiter d'un petit scénario, d'un petit mode évolutif quand même, avec de plus en plus de difficultés, juste peut-être des parcours avec des étoiles, genre on le réussit en 1, 2, 3 étoiles et essayer d'avancer comme ça sur une petite aventure. Ça aurait pu être sympa qu'ils ouvrent un petit peu à cet élargissement. Donc Potion Explosion distribué par Asmodée Digital. Asmodée, c'est ça. Et donc voilà, une bonne manière, effectivement, tu l'as dit, de découvrir si un jeu est fait pour nous ou pas. Damien, tu vas pouvoir enchaîner avec ta présentation de jeu, comme ça après on fait notre pause musicale et on va pouvoir reparler de Récréabrique. J'ai dit ça. Un petit creux pendant... Oui, non vas-y, c'est bon. Un petit creux pendant des luttes. Et si on se faisait une bonne pizza? Bon, tu veux quoi? Une reine ou une royale? Eh ben, mets-moi une royale double province, supplément action, supplément achat, supplément carte et double pièce d'or. Oh là là, mais où est-ce que je vais trouver tout ça, moi? Ben voyons, commande chez Dominion. Oui, et en ce moment chez Dominion Pizza, pour 3 piles épuisées, la partie se termine. Offre soumise à condition, demandez Damien pour plus d'explications. Alors, Dominion de Donald Vaccarino, l'auteur de Kingdom Builder, ou encore Android Infiltration, pas Mainframe, présenté ici il y a quelques semaines. Des illustrations signées Mathias Catrain, je ne sais pas. Et une couverture par Michael Manzel, le monsieur qui dessine Andor, Skyliner, Porta Nigra, pour n'en citer que 3. C'est publié par Philosophia dans sa première version française de 2009 et Istari pour la réédition, distribué par Asmodée, 45 € pour 45 minutes de jeu par partie, de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Alors Dominion, comme l'a si bien dit la voix off, c'est un petit peu les sortes de portes ouvertes de la garniture de pizza. On trouve de tout pour tous les joueurs et pour toutes les parties, pour peu qu'on aime le deck building, parce que c'est quand même la base. Dans l'idée, vous avez un deck, donc un paquet de cartes, vous en tirez 5, vous faites ce que vous avez à faire avec, acheter, réaliser des actions, piocher des cartes supplémentaires, et vous mettez tout ça en défausse. À la fin, chaque joueur reprend sa défausse, on mélange et on recommence. Et donc, forcément, plus le temps passe, plus on achète des cartes pour renforcer son deck, et plus on peut se payer des cartes puissantes pour optimiser sa main. Le problème, c'est que les cartes de base sont toujours là, et au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on se retrouve avec de plus en plus de cartes inutiles parce que trop faibles par rapport à ce qu'on voudrait vraiment faire comme action. Ça, c'est pour la règle de base. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, tout le monde peut y trouver son compte, parce que dans la quête du royaume parfait qu'on essaie de construire, on va choisir parmi 10 types de cartes royaume, 10 types de cartes royaume parmi plus de 20 disponibles dans la boîte. Donc non seulement la construction de son deck peut varier à chaque fois, mais le scénario change lui aussi d'une partie sur l'autre en fonction des cartes royaume choisies, plus belliqueuses pour plus d'interactions, plus onéreuses pour un démarrage plus long ou équilibrées pour des parties standard. Et forcément, qui dit deck building dit thermoformage adéquat pour ne pas perdre la tête à chaque fois qu'on doit faire pour ne pas se prendre la tête à chaque fois qu'on fait les mises en place d'une partie. Ça a l'air bête comme ça, hein, mais quand on a 500 cartes de plus de 30 types différents, en comptant les points de victoire, les pièces de monnaie, tout ça, ça devient très vite galère. Alors ici, la boîte peut se retourner dans tous les sens. C'est du vécu, tu feras Alexis, ta boîte est dans un parfait état puisque le thermoformage est
impeccable, rien ne bouge. Donc, pour peu qu'on sache déjà avec quel type de royaume on va jouer, la mise en place, c'est 2 minutes, montre en main, et ça c'est génial. Alors Dominion, c'est un classique du genre, beaucoup de joueurs l'ont ou sont passés par là, et pour eux, je n'ai fait qu'enfoncer des portes ouvertes. Mais là, au risque d'en faire hurler certains, je vais m'adresser aux débutants, à ceux qui mettent des plombes avant de se jeter à l'eau parce qu'elle est trop froide. Dominion, c'est comme Carcassonne. Tu rentres doucement dans le bain, sans difficulté, même si tu connais pas ce type de jeu. Et ensuite, quand tu es plus à l'aise, tu rajoutes les extensions tranquillement, l'une après l'autre, jusqu'à obtenir la combinaison parfaite. Et alors, autant dans Carcassonne, je préfère 100 fois jouer avec 2 boîtes ou plus de jeux de base, histoire de faire une grande partie, mais toujours avec la base. Alors là, par contre, j'ai qu'une envie, c'est de vous parler de ce qui vient ensuite, de Rivage, de Prospérité, de l'Âge des Ténèbres, de l'arrière-pays, etc., etc. Mais vu qu'à chaque fois, on rajoute 150, 300, 500 cartes supplémentaires, autant vous dire que ça sera pour une prochaine fois. Dominion, donc, un grand classique du deck building réédité par Istari, des extensions qui se font plus rares depuis Guild en 2013. L'auteur voyait Guild comme la dernière extension régulière, et il continue d'en faire, mais de manière occasionnelle. En 2015 avec Aventure, en 2016 avec Empire, pour l'instant inédit en VF, parce que l'éditeur ne prévoit pas, aux dernières nouvelles, de le sortir en français, mais il y a déjà 9 extensions officielles qui existe chez Istari, donc Dominion promet encore de belles parties en perspective. Merci beaucoup Damien pour cette présentation. Effectivement, Dominion, je crois même de mémoire que c'était le premier jeu à apporter le principe de deck building. Je te crois sur parole. C'est ce que tu m'as dit. Moi, je suis parti de là. Tu vois, j'ai foncé tête baissée et tout. Je dis bon, alors premier jeu de deck building. Mais j'aime bien quand on me croit sur parole comme ça. Donc, on l'avait dit, on va faire notre pause musicale. On va s'écouter Mutant Birds qui va nous chanter Dominion Road. Des luttes et des plumes, on est ensemble pendant encore une dizaine de minutes et c'est le temps dont nous avons besoin pour revenir discuter avec David et Yannick de l'événement Récréabrique. Alors, on l'a dit, Récréabrique, c'est une expo Lego avec plein d'activités, avec des amateurs, avec des professionnels, ouvert pour toute la famille. C'est le samedi après-midi et le dimanche. Les dates exactes, c'est le week-end du changement d'heure. Donc le 25 et le 26 mars. 25 et 26 mars, merci, à Sainte-Anne-d'Auray. Tout à fait. Est-ce que quand on fait un événement comme ça avec une expo Lego, en fait, est-ce que c'est que pour, on va dire, pour vous, pour votre ego, pour les affoles, puisque ça s'appelle comme ça, ou est-ce que Lego peut s'intéresser à un tel événement? Oui, on fait une expo Lego pour Lego, mais non. Non, en fait, initialement, on fait ça pour une école. On fait ça pour une école, comme on fait Récréa-Jeux, comme on a fait Arcade Day au mois de janvier. On fait ça pour l'école locale de Sainte-Anne-d'Auray, le Cheval Blanc. Donc en fait, tous les bénéfices récupérés iront pour l'école, permettant les sorties scolaires, permettant l'équipement de l'école, etc., etc. Tout ce qui permet tout ce qui va avec la vie de l'école en fait. Mais même si du coup c'est pas une commande, on a compris une commande de Lego, est-ce que c'est le genre de manifestation, d'événement qui peut intéresser Lego, ou est-ce qu'on se dit que Lego, la firme en fait est tellement grosse que ça c'est qu'une goutte d'eau et qui En fait, Lego ne regarde pas toujours ce genre de choses. Après, c'est un petit peu particulier. Pour te donner un exemple, il y a des groupes, comme on a par exemple en Bretagne, on a BrickWest, qui est une asso qui travaille avec Lego. Donc ils ont des obligations, ils ont des choses qu'on peut pas faire, des choses qu'on peut pas dire. Donc là par contre Lego surveille et Lego peut taper très fort du doigt si jamais il y a quelque chose qui se fait mal. Et puis à côté il y a ce que je propose moi, qui n'est absolument pas en lien avec une asso Lego, où je fais un peu ce que je veux entre parenthèses quoi. Je suis pas suivi par Lego, je suis pas surveillé par Lego, donc je peux mettre des choses un peu comme je le sens. où t'es libre. Je suis complètement libre. Il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas de charte. Absolument pas, non. J'ai appris à mes dépens que certaines choses ne se disaient pas quand on travaillait avec une asso Lego, alors que si on n'est pas avec une asso Lego, on peut le dire. Donc c'est un petit peu particulier. D'accord, c'est compliqué. Tu en parles de cahier des charges. Pour te donner un exemple très très bête, et moi j'ignorais complètement. Quand tu fais une affiche Lego, par exemple, tu ne peux pas parler d'une expo Lego.
D'accord. Le terme expo Lego, c'est interdit. Il faut que ce soit une exposition de briques Lego ou une exposition 100% briques Lego. C'est très particulier, sans oublier le petit R à la fin de Lego. Et voilà, Mais c'est déjà le genre de choses que tu dois rencontrer dans le monde du jeu vidéo, non? Il y a des trucs un peu spéciaux, comme je sais que comme tu bosses chez Micromania et que tu montes des événements de jeux vidéo, il y a peut-être déjà des choses où tu étais habitué à avoir des contraintes, non? Moi, je suis suivi par pas mal d'éditeurs, effectivement, dans mes animations. J'ai pas d'obligation. Je sais que les éditeurs nous aident, nous donnent des jeux qu'on fait gagner aux gens, des produits dérivés, des goodies. La seule chose qu'on me demande, c'est tu fais des photos et tu honores le produit. D'accord. J'ai jamais eu je crois pas avoir déjà eu d'obligation vraiment. Des charges ou quelque chose. Non. Voilà, j'ai même posé la question une fois à un de mes potes qui est je recommence. J'ai un de mes potes qui est chez Focus Interactive notamment, je lui disais, est-ce que c'est gênant si on fait une animation à entrée payante avec des produits? Non, c'est pas tant que le produit n'est pas sali. Non, ça pose pas de souci. Donc non, à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment de choses comme ça. Mais même Micromania qui me suit dans ce que je fais, en m'apportant des produits pour mes animations, il y a des choses que je sais que par exemple j'ai pas le droit d'utiliser le nom Micromania sur une animation, donc c'est Micromania Van. Mais au-delà de ça, non, il y a rien de particulier, quoi. D'accord. C'est vraiment des choses. Je suis assez libre. Ouais. Et donc c'est pas sur une manifestation comme Récréabrique qu'on peut se dire, par exemple, qu'on va trouver des gens de Lego qui vont passer pour essayer de trouver de l'inspiration, comme on disait que les gens des fois créer des dioramas ou créer des projets un petit peu différents. On va pas se dire tiens oui ça c'est une bonne idée, on n'y a pas pensé nous. En fait, Michael, on va pas avoir de contrat chez Lego parce que. Non, mais disons tout à l'heure on parlait de Michael et son île pirate par exemple. Je sais que Lego est venu voir son île pirate justement pour savoir comment ils pourraient faire pour la produire eux. Bon, c'est impossible, c'est trop gros, c'est monstrueux son truc. Donc, mais Lego, Lego est partout, donc ils se promènent et ils vont dans les expos. Alors pas dans les expos comme Récréabrique parce que je crois pas qu'on soit suffisamment intéressant, puis on le fait pas pour. Non, mais je pense que ça fait peut-être que 2 ans, peut-être que quand on en reparlera dans 5 ans. Tu fais des trucs comme Fan de briques à Bordeaux ou le Festival Art to Play à Nantes par exemple, où là par contre il y a de la matière. Je pense que là, Lego doit se balader, effectivement, et il faut essayer de trouver une idée ou deux que eux n'auraient pas eu, effectivement. Comme on peut rencontrer, nous, si on fait une soirée jeu en sortant les jeux de société, on va pas forcément avoir les éditeurs qui vont venir à toutes les soirées jeux parce qu'ils peuvent pas. Et sur certains salons, quand on commence à avoir de l'importance, où là, ils vont bien vouloir se déplacer. Ouais. Mais alors, peut-être vous n'aurez pas la question là autour de la table devant moi, mais justement, si vu que les briques Lego, vu que les briques sont à Lego, si on crée quelque chose et qui tourne et qui dit tiens l'idée me plaît bien, je refais la même mais je vais pas t'en parler, je vais pas te payer de droits d'auteur, est-ce qu'ils peuvent se permettre ça parce qu'après tout les briques sont à eux, on a juste utilisé leurs briques, donc quelque part on a recombiné leurs produits quoi. En fait, pour répondre à ta question, il existe aujourd'hui un site sur internet où toi par exemple tu es dans ton petit salon, tu fais tu reconstitues par exemple t'es un fan de Friends, par exemple, et tu refais le salon de Friends en Lego. Voilà, tu refais tout, c'est super ressemblant. Tu fais des photos, tu le poses sur ce site, et les gens vont voter pour toi. Si tu arrives à avoir 10 000 votes sur ce que tu as fait, Lego va commencer à s'intéresser à ce produit. Lego va essayer de voir combien coûte la production de ce produit, et si voilà, ils vont enlever des pièces parce que ça coûtera toujours trop cher pour eux, ce sera toujours trop compliqué, trop grand, trop ceci, trop cela, ils vont le réduire. Et si ça leur plaît, ils peuvent le commercialiser. C'est comme ça qu'ils ont fait la DeLorean, de Retour vers le futur. C'est comme ça qu'ils ont fait la maison de Big Bang Theory, des choses comme ça. C'est parti de propositions. Ils répondent aux attentes. Voilà. Mais bon, gens, quoi. Voilà, sur 1000 productions, il y a un élu, quoi. Enfin, c'est. Et l'élu, il est récompensé ou c'est juste
je suis pas sûr. Il a plus le droit d'utiliser sa propre création parce que c'est une marque déposée par Lego. C'est bien possible. Non, alors Peut-être qu'il pourrait lui offrir son pot en Lego, tu vois, j'en sais rien. Là, par contre, c'est une bonne question, je sais pas du tout. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma femme. Mais je sais pas, c'est une très bonne question. Je m'en renseignerai à l'occasion. Mais c'est vrai que oui, on s'est jamais demandé comment ça finissait avec ça. Ouais, comment ça pouvait. Mais bon, après, tu vois, je parlais de la DeLorean, mais j'ai vu la DeLorean sur ce site, elle était super belle, elle était vraiment très bien modélisée. Et le produit qu'ils en ont fait derrière, bah, c'était un petit peu en dessous quand même de ce qui avait été fait. C'est moins abouti, c'est moins précis, quoi. Toujours, il faut tirer. Cahier des charges. On a un cahier des charges. Donc, si la DeLorean, on la vend, je sais pas moi, je me rappelle plus du prix, disons 99 €. Si le gars qui l'a présenté, ben les pièces, ça faisait un prix à 400 €, bah c'est pas vendable. Donc il faut réduire, quitte à casser un petit peu le côté joli de l'objet, quoi. Pas aller rencontrer David et Yannick le week-end de Récré à Briques. Si vous avez d'autres questions, si vous avez envie simplement du plaisir des yeux ou de déguster une crêpe, on vous l'a dit, tout ça c'est possible là-bas, donc à Sainte-Anne-d'Auray. Et nous, comme toute bonne chose ont une fin, on va se quitter, on va se retrouver dans 15 jours. On vous fait des gros bisous, on vous dit à vendredi pour la rediffusion ou à plus. N'hésitez pas à passer nous voir, on vous rappelle que c'est ouvert au public. Et on va se quitter en musique avec Mike Penders Searchers, qui va nous chanter Love Potion numéro 9 en rapport à ton potion explosion.